Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir dans cette cinquième édition des Ateliers de la Transformation, organisée par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Alors exceptionnellement, cet atelier se tient à distance, vous le constatez, grève oblige, on a été obligé de revoir un petit peu la logistique, et donc on le fera totalement en visio aujourd'hui, ce qui ne vous empêche pas de poser toutes les questions que vous voulez sur le chat. Alors, avant de démarrer et d'accueillir Stéphane Reynaud comme il se doit, un petit rappel de contexte pour replacer ce cinquième atelier dans la chaîne d'ateliers. Depuis le départ, on avait prévu une série de webconférences qui se veulent résolument pratiques pour accompagner les cabinets d'expertise comptable dans la transformation de leur offre de service. C'est un petit peu l'idée générale. Et pour cela, on a fait déjà deux premiers ateliers avec Ludovic, que je salue au passage, sur déjà une méthodologie pratique à destination des cabinets pour examiner leur offre de service, examiner les compétences en face, faire un découpage de tâches et se réorganiser de façon à pouvoir proposer de nouvelles missions. Suite à ces deux ateliers, la question qui s'est posée, ben, c'est quelle nouvelle mission est-ce qu'on peut proposer? Donc on a fait deux ateliers qui ont suivi, les deux derniers, sur la facturation électronique, et on a vu que c'était une opportunité à la fois de proposer de nouvelles missions non seulement pour l'accompagnement immédiat à la facturation électronique, la mise en conformité des clients, mais aussi de proposer de nouvelles missions grâce aux données issues de la facturation électronique. Et c'est le sujet de l'atelier de ce jour et de l'atelier suivant. Donc celui d'aujourd'hui qui sera consacré à la facturation et au recouvrement des créances clients, et celui de la fois d'après qui sera consacré au mandat de paiement. Donc on est sur la partie client aujourd'hui et fournisseur la prochaine fois. Voilà pour le contexte. Donc Stéphane, je suis ravi de t'accueillir une fois de plus. Bonjour Donc, à tous. je te présente en deux mots, même si tout le monde te connaît, je pense, mais on va quand même faire la présentation. Expert comptable et commissaire aux comptes, consultant en transformation des cabinets au sein du cabinet BBA et directeur de la profession comptable. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de cette mission, une de ces missions de full service, facturation et recouvrement des créances clients. Euh, Quelques précisions logistiques avant de te laisser vraiment la parole cette fois. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat en direct. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure pour les poser à Stéphane, pour qu'on puisse les traiter tout le long de la webconférence. Autre chose, le replay sera disponible. Vous recevrez replay et support, et même des documents, un document complémentaire dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard, après la webconférence. Voilà, je pense que j'ai fait tous les rappels d'usage. Stéphane, je te laisse démarrer si tu veux. Ok, bah merci Julien. Bonjour à tous. Bienvenue en effet dans cet atelier de la transformation que je vais avoir le plaisir d'animer. Donc tu l'as dit Julien, l'objectif aujourd'hui c'est donc de rentrer désormais dans le concret des nouvelles missions ou des missions qui peuvent être reformatées, relookées, parce qu'il y a certains cabinets qui pratiquent parfois des missions de facturation et de recouvrement depuis quelques années. Mais là l'idée c'est vraiment de se dire comment, à l'ère de la facture électronique, on va entrer dans ces nouvelles missions et dans ce full service. Et donc, en effet, quand on regarde le sujet des missions dites de full service, parce que le terme full service dans la profession, on l'utilise maintenant depuis quelques années et parfois ça veut tout et rien dire. Il y a une des parties qui, moi, m'intéresse, qui est la partie, en effet, facturation, recouvrement. Et donc, c'est ce dont on va parler ce matin. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser en effet toutes les questions que vous vouliez. Et puis, Julien, n'hésite pas aussi évidemment à intervenir. Alors ce matin, moi, ce que j'ai prévu dans le cadre de cet atelier, c'est de vous parler en fait de trois choses qui sont, à mon avis, trois éléments un peu importants dans la réflexion sur cette thématique. D'abord, parler du contexte de ces offres de services, c'est-à-dire se dire à un moment donné pourquoi on est aujourd'hui à se poser cette question-là, de se dire est-ce qu'il y a une offre de service facturation recouvrement qui doit exister dans mon cabinet. Donc ça, c'est le premier temps. Un deuxième temps autour des caractéristiques des offres et des missions. Et puis après, un peu plus dans l'aspect pratique, quel retour d'expérience peuvent avoir aujourd'hui les cabinets qui en font, notamment à l'étranger, puisque à l'international, j'y reviendrai, c'est une mission qui est fréquemment faite par la profession comptable, entre guillemets, par les cabinets d'expertise comptable, et donc, évidemment, d'essayer de mettre ça en œuvre au sein de votre cabinet. Donc voilà un petit peu le découpage qu'on vous propose et sur lequel je vais avoir le plaisir donc du coup d'intervenir. Alors, premier élément, peut-être le contexte en effet de ces offres de services.
Deux messages clés dans ce que je voudrais faire passer comme information ce matin. Le premier message clé, c'est de se dire quand même que on entre dans une période où vous le voyez bien en matière économique, en matière, je dirais, de prévisibilité des situations économiques. L'avenir est quand même assez embrumé et c'est pas évident aujourd'hui de faire de la prévision économique sur la santé des entreprises. Et ce qui est caractéristique dans ces périodes-là, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans des périodes comme ça d'incertitude, que ce soit des périodes d'incertitude liées à la crise climatique, à la crise énergétique, à la crise Covid et peut-être demain face à des crises financières, eh bien, ce qui est vraiment un élément commun de toutes généralement ces périodes de crise, c'est que la gestion de trésorerie devient absolument vitale dans la vie des entreprises. Et véritablement, je crois qu'il faut avoir ça en tête, c'est qu'il y a véritablement dans ces périodes de crise un rôle de plus en plus important de celui qui va bien savoir gérer la trésor d'une boîte, de celui qui va avoir les solutions pour accompagner une entreprise en matière donc du coup de planification financière. Donc ça, c'est vraiment un point qui, moi, me paraît vraiment caractéristique des périodes que l'on vit et qu'il faut bien avoir en tête. À ça se cumule un deuxième effet qui se coule, on va dire, c'est l'effet qui se coule facture électronique. On est là ensemble parce qu'en effet, la facture électronique va arriver donc dans quelques mois maintenant. Et vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que cette facture électronique, ces nouvelles, je dirais, manières d'échanger des informations entre l'administration, les entreprises, les comptables, mais aussi les banquiers, mais aussi, je dirais, tous ceux qui participent à l'écosystème du financement des entreprises, eh bien, en fait, cette opportunité que représente la facture électronique, c'est véritablement une opportunité pour transformer les approches des entreprises et puis finalement pour rendre de la valeur à notre client sur des fonctions où peut-être aujourd'hui on l'assiste un peu moins. Et très clairement, la fonction de gestion de trésorerie ou la fonction d'accompagnement à la gestion de trésorerie, plus exactement, c'est une fonction sur laquelle on peut être présent en tant qu'expert comptable et sur lequel on peut apporter de la valeur à notre client. Et je vais essayer de vous démontrer ça au fur et à mesure de la matinée. Donc ça, c'est Ouais, d'après vraiment ce un que tu point. décris, excuse-moi, je suis désolé, ça va être en visio, c'est toujours un peu compliqué de couper. J'ai essayé de le faire bien, mais non, là, ce que tu décris déjà, c'est la conjonction de deux choses, un alignement des planètes, quoi. Il y a une possibilité technique offerte par la facturation électronique, mais en contexte économique qui fait que c'est le moment aussi d'y aller, ne serait-ce que pour bien accompagner les clients. C'est ça, et en plus, on peut dire qu'il y a même un troisième alignement, c'est que la solution technique, la partie technique, en fait, elle va se compléter de plus en plus par, on le verra tout à l'heure, par des possibilités en fait d'interfaces technologiques qui rendent la chose faisable et qui rendent la chose, je dirais, beaucoup plus praticable par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant la facture électronique. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un alignement de planètes, et ça, c'est vraiment le premier message qu'il faut avoir en tête, c'est que à un moment donné, par rapport à la facture électronique, évidemment, la facture électronique, ça va être plein d'actions à mener dans un cabinet, plein de transformations, mais en même temps, c'est vraiment porter un regard sur cette opportunité que représente la facture électronique pour réimaginer justement un peu notre offre de service. Et là, on est vraiment au cœur, entre guillemets, des ateliers de la transformation et l'idée principale de la démarche. Alors, si je zoome un tout petit peu sur le besoin et sur la réflexion pour bien alimenter le sujet, il faut quand même se rappeler que dans le monde des TPE et des PME, hein, aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont faites sur notamment l'Observatoire des délais de paiement qui est fait par la Banque de France. Hein, et on a, à travers donc du coup les statistiques de l'Observatoire des délais de paiement, deux éléments qui me paraissent très très importants. Le premier élément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a près de 25% des faillites des TPE-PME qui ont pour origine dans les causes de démarrage des retards de paiement. C'est-à-dire en gros des entreprises qui n'ont pas su se faire payer dans les délais et parfois qui l'ont fait par manque de temps, parfois par manque de suivi administratif, parfois par manque de goût pour l'entrepreneur pour faire sa relance, parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas forcément envie de passer du temps à faire des relances clients et à appeler, je dirais, vos clients pour leur demander de payer. Et puis en plus, généralement, vous avez une dimension commerciale qui est quand même assez forte. Et c'est vrai que l'acte de relance client, c'est un acte qui est pas toujours évident. Donc en réalité, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des retards de paiement. Et ces retards de paiement sont une des causes premières
des défaillances des entreprises, ou en tout cas sont à l'origine d'un enchaînement de causes qui vont conduire éventuellement à avoir une défaillance d'entreprise. Donc, si on regarde juste déjà sous cet angle macro, on peut déjà se dire qu'en tant qu'expert comptable et en tant qu'expert comptable qui veut jouer un rôle d'acteur économique au service de la société, aider finalement les entreprises à se faire payer et mettre en musique je dirais, le suivi de la relation client-facturation, c'est déjà, je dirais, quelque chose qui a de l'importance et qui a du sens pour la profession d'expert comptable. Le deuxième point important, me semble-t-il, c'est que les retards de paiement, ça représente aujourd'hui plus de 20 milliards d'euros dans l'économie. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est de l'argent qui n'est pas utilisé à développer, à croître, à investir, éventuellement même peut-être à rémunérer ses salariés ou en tout cas à leur accorder de meilleures conditions de travail. Donc, tout cela, c'est quand même, je dirais, quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le sujet du financement des TPE et des PME, est un sujet macroéconomique qui est important et sur lequel, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics achoppent un peu en termes de texte et en termes je dirais, de démarche. Et puis, troisième point qui, là aussi, du coup, est pour moi assez critique, c'est qu'à l'ère de la facture électronique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion du BFR, donc cette gestion d'un côté des encaissements et de l'autre côté du paiement, et on reviendra dans l'atelier du 21 mars sur l'émission de paiement fournisseur, mais là, aujourd'hui, on est calé sur, en effet, la partie encaissement, règlement client, eh bien, cette gestion du BFR, elle va être hyper importante pour les entreprises à l'ère de la facture électronique. Alors, pourquoi elle va être hyper importante? Notamment par l'accélération des process. C'est-à-dire que la facture électronique, c'est de toute façon une accélération d'un certain nombre de process liés au paiement. Et ce que l'on voit dans les pays qui sont déjà passés à la facture électronique, ou en tout cas les pays qui ont une avance par rapport à la France sur le sujet de la facture électronique, c'est qu'on a une accélération des process de paiement. Et donc, du coup, la gestion du BFR devient encore plus fine et encore plus importante. Et d'ailleurs, l'écosystème de la facture électronique l'a bien compris, puisqu'il y a des opérateurs qui vont intervenir sur le financement des entreprises et notamment de la facturation, parce qu'ils ont compris que les besoins des entreprises en matière d'outils de financement vont être plus importants. Et donc, en fait, cette gestion du BFR elle va être d'autant plus stratégique que la facture électronique va se déployer au fur et à mesure dans l'économie. Donc ça, c'est vraiment un point qui, là aussi, pour moi, est assez majeur dans la réflexion, en fait. Alors, à ce stade, il y a déjà une première question sur ce que tu dis, de quelqu'un qui ne nie pas le constat que tu fais sur le besoin des TPE, mais qui dit ça va être compliqué à mettre en place tout ça, ça prend du temps, comment est-ce qu'on va dégager du temps pour le faire? Alors, je pense qu'on va y revenir tout au long de la matinée, mais je veux dire, c'est vrai que Ouais. très clairement, tout ça, ça veut dire tout simplement que ça va être une mission qu'il va falloir organiser. Et donc, pour répondre à la question de notre auditeur, on va dire, justement, ça veut dire qu'on va devoir structurer soit une équipe, soit en tout cas des personnes dédiées, et puis on va devoir s'appuyer sur des outils, là aussi, qui vont être technologiques et qui vont aider aussi à gagner ce temps-là, parce que on va le voir, c'est vraiment un vrai sujet. Donc, pour rester vraiment sur ce contexte, moi, vraiment, ce que je veux que vous reteniez ce matin et vraiment ce qui me paraît important sur le plan, je dirais, strictement de la vision professionnelle, c'est que de toute manière, les entreprises demain vont être confrontées à une problématique de financement, d'accélération de leur financement. Et quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe dans le secteur public avec Chorus, on voit bien qu'il y a une accélération des règlements, il y a une accélération en fait du paiement qui a été induite par la mise en place de la plateforme publique pour les collectivités. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, quand on est comptable public, avec des besoins de mieux gérer sa trésorerie, tout comme on va être dans les entreprises privées demain, amené à devoir mieux gérer la trésorerie. Juste un mot, on peut aussi dire à cette personne-là, c'est que justement les deux premiers ateliers, qui étaient des ateliers de méthode, répondaient précisément à cette question, comment est-ce qu'on dégage du temps? Effectivement, il y a une question de réorganisation des tâches, il y a une question évidemment d'automatisation et de numérisation des process. Donc, je vous invite à regarder le replay de ces deux premiers ateliers qui vous donneront une méthode générale pour de réorganisation du cabinet. Et aujourd'hui, on va voir les outils qui permettent de faire cette mission-là de façon le plus automatisée possible. Alors après, à partir de là, ce qu'il faut quand même garder aussi dans le contexte, c'est que la facture électronique, ça va être une opportunité. On est clair. Enfin, moi, en tout cas, je suis clair là-dessus. La facture électronique, c'est une opportunité de revoir les missions, revoir les process, revoir les méthodes. Cela dit, il ne faut pas non plus le cacher. Pour nos clients, ça va être quand même un vrai sujet de complexité.
parce qu'il va falloir que le client comprenne c'est quoi l'obligation légale de la facture électronique. Et comme tu le dis, là, on renvoie au premier atelier qu'on avait fait ensemble, où vous pouvez retrouver toute la définition de la facture électronique. Mais en même temps, il va falloir aussi que notre client il comprenne que derrière la notion de facture électronique, il y a une notion également de gestion des statuts de facture, qui est quelque chose de très nouveau pour nous. C'est qu'en fait, il va falloir suivre en effet les statuts de facturation. Et j'ai une slide de derrière qui va vous expliquer ça. Et que du coup, tout ça, c'est des processus qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment résumer en préparant cette intervention un peu sous la phrase mission impossible. Vous savez, votre mission, si vous l'acceptez, en fait, elle est assez simple. C'est rendre simple des processus de facturation et d'encaissement qui vont, d'une certaine manière, se complexifier par rapport à ce que l'on connaissait jusqu'à présent, puisque du coup, il va y avoir une vraie gestion du post-facturation à mettre en place, de l'origine de la facture jusqu'à son archivage, en passant évidemment par le paiement. Alors, pour illustrer ça, et sans vouloir vous faire peur, et sans vouloir tout simplement, je dirais, juste en voulant vous éclairer, vous avez sous les yeux le dernier tableau qui vient d'être publié le 31 janvier par le Minefi, par les impôts et la DGFiP sur ce qu'on appelle les spécifications techniques des plateformes de facture électronique. Et donc, sous ce workflow, sous cette cartographie, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez en fait les statuts qui vont devoir être gérés sur les factures électroniques par les plateformes de facture électronique, avec notamment, on va dire, trois statuts qui sont hyper importants. Un statut qui est la facture est déposée, un statut qui est la facture est rejetée si elle n'est pas acceptée par celui à qui on l'a envoyé, et un statut ensuite qui est le statut payé, encaissé, et donc du coup derrière, évidemment, la gestion de l'archivage. Ce que je veux vous illustrer à travers ça, c'est que ça, c'est une nouveauté, puisque désormais, dans le monde de la facture électronique, on va être obligé de suivre des statuts. Alors évidemment, ça va se faire le plus souvent à travers les outils technologiques qu'on va utiliser, c'est-à-dire avec les plateformes, les fameuses PDP ou avec le fameux PPF, le portail public de facturation. On va gérer ces statuts-là, avec notamment ce qu'on appelle des API et des interfaces d'échange entre nos logiciels. En tout cas, c'est ce qui est en train de se préparer chez nos éditeurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est qu'on a une logique de suivi de toute la vie de la facture qui va se mettre en place et qui va être évidemment importante. Et donc ça, pour moi, si vous voulez, c'est finalement un schéma assez simple de l'opportunité que cela représente pour nous d'assister nos clients dans ce domaine de la facturation. Là-dessus, oui, effectivement, quand on le voit comme ça, la première réaction, effectivement, ça fait peur, et on peut se dire tout de suite, mais mes clients vont jamais gérer ce genre de choses. Donc, il faut peut-être dépasser c'est ça que tu dis, il faut peut-être dépasser cette première impression pour se dire, c'est une opportunité justement de gérer cette complexité. De toute manière, première chose, j'allais dire, en effet, le client, finalement, il sera face à deux choix. Soit il a envie de gérer cette complexité-là et il le fait lui-même. Et de toute manière, même dans cette complexité-là, s'il veut le faire lui-même, notre rôle d'expert comptable en tant qu'accompagnateur va être important et va être nécessaire parce qu'il faudra l'aider à comprendre le dispositif. Et puis, j'allais dire, moi, il y a un deuxième stade, qui est peut-être le stade d'ailleurs le plus important pour un chef d'entreprise, c'est de faire tourner sa boîte et de ne pas gérer les statuts des factures. Et donc, s'il doit, je dirais, faire tourner sa boîte, eh ben, dans ce cas-là, là, il y a une vraie opportunité pour nous parce que de toute manière, ce suivi de process va devoir être mis en place. Et donc, finalement, je peux accompagner mon client en lui proposant de l'assistance administrative dans cette mission-là, qui va être notamment de gérer ces flux. Alors, c'est pour ça que je mets une slide qu'on a quand même longuement présentée la dernière fois. Je crois que Céline, mon associée, l'avait fait quand elle avait fait l'atelier. Mais en gros, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, quand on fait, nous, des analyses dans des cabinets qu'on accompagne en matière de transformation digitale, on se retrouve régulièrement avec 40 à 65% des clients du cabinet qui n'ont pas de logiciel conforme à la facture X, ou en tout cas qui n'ont pas de logiciel qui, pour l'instant, va passer à la facture électronique, voire qui n'ont pas de logiciel de facturation du tout. Et donc ça, là aussi, c'est quand même à un moment donné un point de départ qui est super important, parce que ça veut dire qu'on va être face à deux situations. Soit c'est nous qui accompagnons ces clients vers la mise en place de ces processus de facturation, soit le client ne sera pas conforme, ou troisième hypothèse, ça sera un autre qui l'accompagnera et qui du coup rendra peut-être la complexité
encore plus complexe pour nous, experts comptables, pour aller nous connecter à son système. Donc là, il y a vraiment une question d'attitude. Moi, c'est ce que j'appelle en effet la positive attitude. La positive attitude, c'est de me dire, bon, OK, de toute manière, la facture électronique, elle est là, cette complexité, il va falloir la gérer. Autant que je sois acteur du changement par rapport à mon client et autant que j'assiste mon client dans la mise en place de son process de facturation ou qu'en tout cas, je lui rende un service d'accompagnement le plus fort possible. Donc là, effectivement, à ce stade, ce qu'on a vu, c'est que la facture électronique, c'est pas que de la facture, pour le dire un peu simplement. C'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de statuts et d'échanges à gérer, que forcément, quelqu'un va proposer aux entreprises de le gérer et qu'il vaut mieux que ce soit nous, la profession, que quelqu'un d'autre. Mais je pense que je pense que le constat, il est très clair, le tableau est posé. Après, la force, au bout de 5 ateliers, je connais un peu nos auditeurs qui vont se dire, concrètement, qu'est-ce que je leur propose? Exactement. Alors du coup, c'est là qu'on va rentrer maintenant dans en fait les caractéristiques des offres de services et des missions. Alors moi je parle volontairement hein, d'offres de services et puis derrière on y associe entre guillemets la mission de l'expert comptable. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment se dire à un moment donné qu'on rentre dans une économie de l'offre aussi hein, du côté du cabinet comptable. C'est-à-dire que avant on avait des missions, en effet, on avait une mission fiscale, on avait une mission comptable, on avait une mission. Là aujourd'hui on va être dans une logique demain de proposition et de susciter des offres de services. Et notre client est tout à fait, et ça il faut l'accepter dès le départ, il est tout à fait fondé à refuser une offre de service que vous lui faites s'il considère que ça ne correspond pas à son besoin. Tout comme vous êtes tout à fait fondé, et j'insiste là-dessus, et peut-être qu'on y reviendra à la fin, parce que quand tu me disais tout à l'heure comment je peux dégager du temps, moi aujourd'hui dans les travaux que l'on mène auprès des cabinets, très clairement on insiste souvent sur le fait de dire quand vous faites des offres de services, quand vous construisez des offres de services, vous allez avoir des clients qui vont être réceptifs, des clients qui ne vont pas être réceptifs. Et finalement, peut-être que demain, vous allez choisir aussi vos clients en fonction de leur réceptivité à votre offre de service. Et ça aussi, pour moi, c'est important à bien faire passer comme message. C'est que pour dégager du temps, des fois, je vais accompagner peut-être un peu moins de clients, mais des clients qui vont être plus réceptifs à des offres de service qui vont avoir été créées pour le cabinet. Donc, quand on regarde cette logique d'offre de service, qu'est-ce qu'on peut se dire comme caractéristique pour moi, il y a deux grandes familles, en fait, hein, pour nous, au niveau de nos accompagnements dans les structures d'exercice professionnel, il y a deux grandes familles, en fait, quand on prend ce sujet, qui est donc le sujet facturation client. Il y a une famille qui est, en fait, les missions d'assistance à la facturation. C'est le fameux rendre simple un processus complexe. Donc, en gros, vous êtes facilitateur et vous allez avoir un job là-dedans d'expliquer aux clients qu'il y a une réforme, que cette réforme, elle est voulue par les pouvoirs publics, qu'elle a certes des avantages, mais aussi forcément quelques contraintes, et que du coup, vous êtes à disposition de votre client pour l'assister dans la mise en place de cette réforme, et notamment dans la mise en place de la facturation. Donc ça, c'est ce que j'appelle les missions d'assistance à la facturation. Et évidemment, ça va être une demande qui va exister auprès de vos clients, parce qu'aujourd'hui, quand on fait, nous, des focus group et qu'on discute avec des entrepreneurs, on voit bien que voilà, quand on leur a expliqué un peu la réforme, ils comprennent qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Hein. Et donc, c'est pour ça que je dis, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va falloir que quelqu'un accompagne. Donc là, du coup, il y a vraiment cette logique-là. Et puis, il y a une deuxième famille, c'est ce qu'on appelle les missions d'assistance au recouvrement des créances clients. Alors ça, c'est un petit peu plus particulier, on va le voir. C'est, je dirais, peut-être un savoir-faire qui est aussi un petit peu plus particulier. Mais c'est vraiment deux types de familles de missions. Et là, vraiment, pour moi, on a vraiment, je dirais, un rôle sur les deux scopes et c'est aussi une question de choix, de positionnement du cabinet, d'aller ou pas sur ce type de mission. Il n'y a évidemment rien d'obligatoire, c'est juste un constat par rapport à ces types de missions. Donc, si je rentre dans la Tu dis, première mission… Oui, vas-y. Stéphane, juste sur la slide précédente, tu dis on a le choix d'y aller ou pas. C'est ce que sur la première, on peut pas dire qu'il y a quand même une notion de devoir de conseil, Ah, d'expliquer à ses clients ce qui va changer. Ouais. dans tous les cas, j'allais dire, et tu as raison de le repréciser, mais dans tous les cas, compte tenu du contexte que j'ai expliqué initialement, vous avez un devoir de conseil d'expliquer à votre client la réforme et vous avez un devoir de conseil de lui expliquer que la gestion du BFR va être de plus en plus importante dans les 5 ans qui viennent. C'est-à-dire que de toute manière, quel que soit, entre guillemets, votre choix et votre positionnement stratégique dans votre redéfinition de votre offre de service, tu as raison, au regard du devoir de conseil de l'expert comptable, expliquer à son client que la facture électronique est là et qu'il y a des obligations et qu'il y aura des mentions, etc. Enfin là, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit dans les ateliers précédents. C'est évidemment du devoir de conseil. Et j'allais rajouter, expliquer à son client que de toute manière, la conséquence très prévisible de la facture électronique, c'est une accélération des paiements, une gestion de BFR beaucoup plus rigoureuse, un suivi beaucoup plus partagé
en fait par les parties prenantes de l'état du poste client. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à l'ère de la facture électronique, votre poste client, il sera aussi plus scruté par les financiers, par les banquiers, etc., par tous ceux qui sont parties prenantes. Et donc, de toute manière, il y aura une accélération et donc une meilleure gestion du poste client va être nécessaire. Donc, à titre de prestation de service, D'accord. c'est hyper important de l'avoir. Peut-être ce qu'on peut dire en même temps, parce que ça m'évoque ça, ta question, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que dans le monde des ETI, dans le monde des grandes entreprises, il y a des études qui sont parues là-dessus, qui ont montré que plus ces entreprises-là se sont digitalisées dans les années 90, 2000, plus, vous savez, les cabinets de gestion de BFR se sont développés. C'est-à-dire qu'en fait, les missions des cabinets d'assistance à la gestion de BFR ont directement grandi en lien avec aussi les ERP et la mise en place des gros systèmes dans les boîtes. Donc, d'une certaine manière, finalement, la facture électronique, c'est un peu la même chose pour la TPE-PME. Donc, c'est pour ça que la prédiction du besoin de mieux gérer le BFR, elle est assez évidente et tu as raison, ça fait partie du devoir de conseil d'alerter notre client sur cette dimension-là. Ok. Alors, si on regarde, dans la première catégorie de mission, qui est donc la mission d'assistance à la facturation, comme je l'ai dit, il faut rendre simple un process complexe. Donc, il y a déjà une première solution de mission qui est directement possible, c'est l'implantation d'un outil de facturation. Bon, j'y reviens pas, très rapidement, mais on en a beaucoup parlé, je crois, aussi la dernière fois, dans l'atelier numéro 3. Mais très clairement, là, le rôle de l'expert comptable, il est assez évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près allez, 60 à 40% des clients n'ont pas de logiciel de facturation. Là, l'idée, c'est que si je veux jouer mon job d'expert comptable dans l'assistance à la transformation des process de facturation, je propose à mon client déjà un petit diagnostic de son process de facturation. Je lui montre que du coup, en effet, il n'est pas conforme parce que c'est évident qu'il n'est pas conforme puisqu'il n'a pas les bonnes données obligatoires des factures. Et à partir de là, je lui propose un outil qui va être conforme, je lui propose de paramétrer cet outil, je lui propose la formation qui va avec, je lui propose également de l'accompagner dans la mise en œuvre de cet outil et puis d'assurer avec lui régulièrement un point sur l'usage de l'outil. C'est vraiment l'idée de dire je donne entre guillemets la méthode pour que mon client puisse faire des factures conformes. Et en faisant ça, je joue un rôle entre guillemets de salut public parce que d'un côté, j'aide mon client à avoir des factures conformes et je lui évite les potentielles sanctions qui peuvent tomber sur les mentions non conformes dans les factures. En même temps, je lui permets du coup de rentrer dans le monde de la facturation électronique et donc de produire des factures électroniques. Et puis, troisième élément, très clairement, je me rends moi service en tant que cabinet comptable parce que si je suis à la manœuvre sur l'implantation de l'outil de facturation, évidemment, il va de soi que dans mon idée, vous choisissez un outil qui est compatible avec votre propre système d'information et du coup, vous multipliez les chances d'intégrer très rapidement le flux des factures de vos clients dans votre propre système comptable pour pouvoir l'aider à produire sa comptabilité. Donc ça, c'est la première mission. J'allais dire, elle est pour moi évidente. Il y a déjà des cabinets qui la développent. La question, c'est pas forcément est-ce qu'il y a des cabinets qui la développent. La question, c'est surtout comment on rend dans son cabinet la chose très industrielle pour déployer à grande échelle sur un panel de clients important ce type de mission et puis également pour facturer ce type de prestation. Là-dessus, justement, sur cette mission, je viens juste comprendre un petit peu de temps parce que je pense que le timing le permet. Concrètement, là, donc je suis expert comptable, j'ai mon portefeuille de clients, j'ai à peu près, tu as dit, 60 à 80% de mes clients qui font du Word ou de l'Excel. Comment est-ce que je fais pour les faire basculer sur une solution conforme? Comment est-ce que je choisis l'outil? Est-ce que tu as des recos à faire? Très Comment- clairement, aujourd'hui, je regarde dans mon propre panel d'outils aujourd'hui du cabinet ce que j'utilise en outil de facturation, parce qu'il y a quand même des cabinets qui ont déjà aujourd'hui des outils qui proposent à leurs clients. Je m'assure que ces outils-là sont compatibles FactureX, ou en tout cas vont faire de la FactureX, ou vont faire ce qu'on appelle les formats du socle minimal, ce qui est souvent du coup de la FactureX pour ces outils-là. Donc ça, c'est la première idée. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que chez les grands éditeurs aujourd'hui de facturation qu'on connaît dans notre profession, on a aujourd'hui des outils qui sont compatibles FactureX. Si on prend du RCA, on est compatible. Si on prend du Netscope, on est compatible. Du EBP, on est compatible. Du Sage, on est compatible, etc. Donc la question, c'est plutôt, c'est pareil, la question, c'est plutôt à un moment donné, je cherche l'outil, entre guillemets, qui me correspond et qui correspond à ce que j'ai envie d'en faire, très clairement. Je me l'approprie et une fois que je me suis approprié cet outil-là, et là aussi,
je dirais, c'est après à chacun de voir, mais l'idée quand même pour nous, le plus souvent, quand on aide des cabinets à réfléchir sur ce sujet-là, c'est on leur dit, vous réfléchissez plutôt à un système où c'est vous qui distribuez l'outil, parce que comme on est sur des outils qui, le plus souvent, sont sur des plateformes SaaS aujourd'hui, donc de mise à disposition, bah, en fait, vous jouez un vrai rôle au niveau du cabinet de mettre à disposition l'outil de facturation auprès de votre client, de l'aider à le paramétrer, et vous vendez en fait un accès au logiciel avec du service associé, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Donc là, on est Donc, sur du revenu récurrent, voilà, quelque chose qu'on on va crée un facturer au mois. business model, Ouais, voilà. un business model de revenus récurrents qui fait qu'aujourd'hui, ça va être entre 15 euros par exemple et 60 euros par mois pour un client pour s'équiper d'un logiciel de facturation et que du coup, bah, moi, cabinet, je crée cette nouvelle ligne de services de revenus récurrents. Alors évidemment, tu as raison, il faut quand même avoir dans son équipe un ou deux collaborateurs entre guillemets spécialistes de l'outil de facturation qui va accompagner le client dans le déploiement, dans la formation et dans la mise en œuvre. Alors, tu me posais aussi la question très concrète, comment est-ce que tu fais? Bah, aujourd'hui, ce qui se passe très concrètement, c'est que vous réunissez vos clients qui n'ont pas de logiciel de facturation, vous leur faites un petit brief sur la facture électronique, sur les échéances, sur ce qui va se passer, sur la nécessité et sur le fait que leur outil n'est pas conforme ou que leur process n'est pas conforme. Puis derrière, bah, vous proposez l'offre de service que vous avez, entre guillemets, marketée au niveau du cabinet. En fait, hein. Surtout que là, en période de rendez-vous bilan, c'est peut-être la période idéale pour évoquer le sujet et en parler. Très clairement, aujourd'hui, moi, Marocco, par rapport à beaucoup de cabinets, c'est de dire la période de bilan, c'est une période idéale pour faire toucher du doigt au client que son outil n'est pas conforme, lui rappeler que dans un an, il faut qu'il soit conforme, et en gros, lui donner rendez-vous soit à la fin de la période de bilan, soit à la rentrée, pour qu'il ait, entre guillemets, cet outil à disposition et qu'on lui mette entre les mains un outil qui soit conforme. Et donc ça, c'est quand même vraiment, si vous voulez, l'aspect très pratique. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi dépasser. Alors évidemment, il y a des cabinets qui peuvent dire aussi, bah, je donne juste une liste de logiciels en reco hein, et je demande à mon client de s'équiper avec un de ces logiciels. Ça, c'est vraiment le choix du cabinet. Moi, je suis convaincu, si vous voulez, que l'idée, c'est quand même de créer des modèles de services récurrents par rapport au cabinet et sur lequel bah, vous avez quand même, vous, un rôle d'accompagnement fort parce que de toute manière, si le client s'équipe d'un logiciel et que ce n'est pas vous qui lui proposez et de l'accompagner, il y a quand même de fortes chances qu'après, ils reviennent vers vous pour vous poser des questions. Et là, vous n'aurez pas monétisé, entre guillemets, l'assistance client en matière de logiciel. Donc voilà un peu l'idée. Donc ça, Ce que c'est tu vraiment dis la sur première. je suis désolé, je vais encore t'embêter sur ça là, mais c'est pour anticiper les questions. Déjà, ce que tu dis sur le revenu récurrent, bah, ça se met parfaitement en ligne avec ce qu'on a décrit dans les tout premiers ateliers où, pour rappel, l'idée, c'est de se dire, on a de la saisie et de la tenue de compte qui est un revenu récurrent et il faut en face trouver quelque chose qui soit aussi récurrent pour bah, refondre le modèle des cabinets avec un modèle viable sur le long terme. Donc là, ça rentre parfaitement là-dedans. Il y a une indication formation sur ta slide. Là aussi, est-ce que tu peux nous en dire un mot concrètement? On en a parlé la dernière fois, mais tout le monde n'était pas forcément au dernier atelier. Ah ouais, C'est très quoi? Voilà. concrètement, généralement aujourd'hui, bon, alors il y a en formation pour le cabinet, pour que les collaborateurs qui vont être en charge de déployer l'offre bah, sachent l'offre et connaissent l'offre et connaissent l'outil, hein, ça va de soi pour moi. Par contre, quand je dis formation, c'est aussi formation du chef d'entreprise, formation de l'assistant du chef d'entreprise qui va être en charge de faire les factures avec cet outil-là. Et là, je vous rappelle quand même qu'il y a des dispositifs aujourd'hui, alors j'en prends qu'un, mais c'est parce que c'est celui qui me sert souvent de levier de motivation par rapport à des cabinets. C'est de dire, vous savez qu'il y a un crédit d'impôt formation du dirigeant qui est actionnable aujourd'hui, qui vous fait un crédit d'impôt, je crois de mémoire, à l'heure de la loi de finances, ça doit être 419 euros par entreprise et par chef d'entreprise. C'est vrai que ce crédit d'impôt formation, vous pouvez l'utiliser dans le cadre finalement d'une formation où vous expliquez la facture électronique et vous aidez votre client à prendre en main un outil de facturation électronique. Donc c'est ça aussi le modèle économique, c'est que à un moment donné, il faut aussi que je m'appuie sur les leviers de dispositifs qui existent pour bah, finalement permettre cette implantation. Donc voilà un peu Dernière pour. question qui vient du public cette fois, c'est pas. Est-ce que tout ça est envisageable quand on est micro-cabinet? Alors je suppose que micro-cabinet, ça veut dire que je suis tout seul avec peut-être un collaborateur, mais est-ce que je peux envisager faire ce genre de choses? Bon, moi, j'ai deux remarques à ça. La première remarque, c'est que bah, tout est envisageable. C'est une question en effet d'allocation de priorité, mais je comprends que dans un micro-cabinet, si à un moment donné, vraiment, je suis tout seul, c'est vrai que ça doit être plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse le choix de client. Donc, ça c'est vrai que ma remarque par rapport à ça, c'est que le micro-cabinet, il va avoir des clients qui vont avoir les mêmes besoins, hein, généralement, voire plus. Donc, de toute manière, la mission est potentiellement faisable. Après, ma deuxième remarque,
c'est que je crois aussi, mais ça rejoindra peut-être ce qu'on se dira aussi à la conclusion de cet atelier, c'est que ce type de nouvelles offres de services, ils peuvent aussi se mutualiser entre confrères, entre confrères qui décident de mettre en commun une équipe dédiée pour ça, entre confrères qui décident de se faire éventuellement de la sous-traitance entre eux sur certains sujets. Et je pense qu'il faut vraiment aussi le prendre comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que non plus je vais tout faire tout seul, quoi. Je peux aussi me dire finalement je suis 4 confrères isolés et puis bah, on a le même problème, on a le même sujet, est-ce qu'ensemble on peut pas partager justement un collaborateur qui ferait ce type de mission ou avoir un confrère qui se met un peu plus sur ce créneau-là. Donc ça c'est vraiment pour moi une démarche qu'il faut aussi avoir en tête, quoi, par rapport au plus petit cabinet, quoi. C'est pas forcément toutes les missions qu'on va présenter sont pas forcément toutes les missions que je crée dans mon cabinet. Je peux aussi à un moment donné réfléchir à comment je peux les gérer vers l'extérieur, voire éventuellement passer aussi des partenariats avec des gens qui connaissent peut-être bien l'outil et qui eux du coup vont être un peu plus à même de travailler sur ce sujet-là. Donc vraiment mission food service numéro 1 pour moi, la mission entre guillemets de mise en place d'un logiciel ou de facturation. Il y a une deuxième mission qui, pour moi, est une mission d'assistance à la facturation client. C'est la mission, en fait, alors là, que j'appelle moi all inclusive, hein, je dirais presque le Club Med. Hein. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est à un moment donné, mon client, il a son job à faire. Il n'a pas envie de changer de son outil de facturation. Il n'a pas envie de s'embêter avec la facture électronique. Il a un outil de facturation. Moi, je prends toujours cet exemple, mais chez les architectes, il y a un logiciel qui est super bien, qui est très bien utilisé, qui ne va pas passer à la facture X. À chaque fois que je rencontre un cabinet d'architectes, ils me disent ah, mais j'utilise ça, etc. Ok, très bien. Gardez votre outil. Par contre, nous, on va vous assister pour vous aider à faire les factures, en fait, qui vont être conformes pour l'État français, en gros, si je résume mon propos. Et là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, je vais te demander, en fait, à toi, client, de me faire un mandat de facturation. Donc, je vais organiser ça avec mon client sous la forme d'un mandat de facturation. Et le cabinet, sur la base d'un brouillon de facture qui est produit par le client, bah, va produire la facture électronique qui donne vraiment naissance, je dirais, à la facture qui est valable auprès de l'administration. Alors, il y a plusieurs méthodes après pour faire ça. Il y a la méthode de dire, bah, dans mon cabinet, je peux très bien avoir un collaborateur qui maîtrise bien un logiciel de facturation et qui, du coup, les fait pour les clients sur ce logiciel de facturation hein, et qui, en gros, bah, en fait, joue le rôle de collaborateur externalisé du client, mais qui utilise le logiciel de facturation. Et puis, il y a aussi, bah, je dépose ma facture sur une plateforme. Si je prends un outil comme jefacture.com, qui est donc la plateforme institutionnelle que propose ECMA, bah, c'est vrai que vous allez déposer éventuellement vos factures qui peuvent être en PDF, et ces factures en PDF vont être transformées en protocole FactureX et vont être envoyées à l'administration en protocole FactureX. Donc finalement, vous allez avoir un rôle de création de factures. C'est important de comprendre ça parce que souvent les gens me disent ouais mais j'ai pas forcément où est la valeur ajoutée. Mais attendez, la valeur ajoutée, elle est quand même que vous faites passer votre client dans un monde qui est une obligation légale. J'allais dire, il y a autant de valeur ajoutée là-dedans que de dire je dépose l'IFU machin bidule qui anime en ce moment les réseaux sociaux. Hein. Donc je veux dire, il y a autant de valeur ajoutée là-dedans parce qu'à un moment donné, je manipule entre guillemets la facture brouillon de mon client, je la transforme dans un langage informatique et je la dépose et j'ajoute évidemment que là on va faire très court parce que je veux pas complètement biaiser le temps, mais derrière tout ça, il y a quand même toute une histoire à raconter au client. Hein. C'est l'histoire de la piste d'audit fiable. Donc par rapport à ton brouillon, je réalise cette piste d'audit fiable. Ensuite, la facture est envoyée. Ensuite, par rapport à l'envoi de la facture, je vais l'archiver et je vais la garder dans les délais de 10 ans qui vont être importants pour des raisons commerciales. Donc, il y a vraiment toute une mise en scène, en fait, sur cette mission full service assistance facturation. Bon, donc ça, c'est pour moi la deuxième famille de missions. Typiquement, ce sont des missions qui peuvent se vendre pour celles-ci, en tout cas pour moi, selon des packages de factures. C'est-à-dire que ce qu'on travaille et ce qu'on voit aujourd'hui dans des cabinets, c'est qu'on travaille en fait plutôt au package. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, monsieur le client, vous avez annuellement 200 factures à faire, vous avez 500 factures à faire, vous avez 1000 factures à faire. Et donc, nous, on va vous proposer une offre de service qui fait que, j'en sais rien, pour 200 €, on va gérer vos 200 factures, quoi. Et donc, du coup, ces 200 factures, on va les traiter selon la complexité qu'on a identifiée sur notre plateforme, etc. Ça, c'est vraiment là aussi, je dirais, du service rendu directement à mon client. Et c'est vrai que je le décharge, en fait,
d'un problème, quoi. Quand vous êtes chef d'entreprise, ce que vous souhaitez, moi je suis chef d'entreprise, quand je suis chef d'entreprise, j'ai envie qu'on me décharge des problèmes, quoi. Donc si on vient me voir en me disant il y a l'obligation de facture électronique et qu'en plus on ne me propose pas de solution, bah, je vais peut-être me dire mon cabinet, ils m'aident pas beaucoup. Si à l'inverse, on me dit il y a un sujet, c'est la facture électronique, mais voilà, on a pensé pour toi à une ou deux offres de solutions qui te correspondent bien compte tenu de ce qu'on sait de toi, bah, ça peut être quand même super intéressant en termes de démarche, quoi. Surtout que là, on laisse la possibilité au client de choisir soit option, la slide d'avant, bah, il gère, on va l'accompagner, soit il peut pas gérer ou il veut pas gérer, bah, on prend tout et on le fait à sa Exactement. place. Et là, c'est vrai que je le fais un peu à la hache, mais généralement, on peut avoir 3, 4 niveaux de service à l'intérieur de ces offres en disant, voilà, tu veux t'en occuper complètement, tu veux t'en occuper partiellement, etc. Bon, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment, on donne le pouvoir au client de choisir. Ouais. Et c'est pour ça que j'insistais bien sur la notion d'offre. Parce qu'en fait, on est bien dans un processus où c'est le client qui va avoir la main, hein. S'il a envie, bah, il gère, je dirais, cette démarche-là. Soit dit en passant, parce qu'il y a des fois des confrères qui me disent, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée là-dedans? J'allais dire, objectivement, on n'est pas loin quand même dans cette offre, par exemple, d'assistance à la facturation. Je vois pas, moi, beaucoup de différence entre faire des factures et faire des bulletins de paye. Je veux dire, à un moment Non, donné, il faut connaître la législation, il faut savoir le traduire en éléments. Je veux dire, il y a 20 ans, on disait dans les cabinets, ouais, la paye, c'est vraiment accessoire à la partie comptable. Aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu hyper stratégique pour beaucoup de cabinets de vendre du social et de vendre des données sociales. Et donc, bah, finalement, la facture, c'est ça. Donc, voilà un peu pour ces deux missions, quoi, en fait. il y a une question là, du public sur ce que tu viens de dire. Est-ce que le fait de prendre en charge la totalité de la facturation pour transmettre sur une PDP, ça met pas le cabinet dans un rôle d'opérateur de dématérialisation dans la future Non, architecture de la facturation électronique? aujourd'hui, dans la future architecture, d'abord, le statut d'opérateur de démat, hein, c'est le statut, entre guillemets, bouche-trou, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas PDP, tous ceux qui, je dirais, n'auront pas l'agrément PDP, bah, sont opérateurs de démat, mais sous un angle technologique. Après, de toute manière, je dirais, la notion d'opérateur de démat, c'est une notion, en fait, qui donc repose sur le fait de mettre à disposition des outils technologiques. Bah, vous, le cabinet, vous allez utiliser de toute manière l'outil technologique, hein, vous n'allez pas le créer, vous n'allez pas je dirais le fabriquer, hein, le plus souvent. Donc, d'une certaine manière, vous n'êtes pas logiquement dans cette logique d'opérateur de démat qui, de toute manière, n'a pas vraiment de conséquences, hein, puisqu'en fait, c'est le statut des tiers Par dans défaut. lequel vous mettre, quoi. Ouais. Là, juste avant que tu déroules sur la slide d'après, si on fait juste un point très rapide à ce stade-là. Donc là, on était sur le premier étage qui était j'aide mes clients à se mettre en conformité face à cette obligation qui va arriver de toute façon. Et là, ce qu'on a vu, si je récapitule les conseils pratiques, c'est que si je veux faire ça, peut-être regarder mon portefeuille, faire la liste de ceux qui sont pas équipés de logiciel de facturation, me positionner sur un logiciel de facturation qui soit compatible avec mes outils de production comptable pour me simplifier la vie. Et si j'en ai la possibilité, trouver un collaborateur au sein du cabinet qui va pouvoir piloter ce truc-là et se former au logiciel et être capable d'expliquer aux clients. On peut dire ça? Complètement. Soit trouver dans le cabinet, soit éventuellement recruter aussi quelqu'un de l'extérieur. L'avantage quand on est dans ce type de mission, c'est qu'on n'est plus sur des missions, entre guillemets, à savoir-faire comptable. Évidemment, il vaut mieux Important. connaître la compta, mais je veux dire, je peux aller chercher un collaborateur qui a fait de l'assistance de secrétariat de direction, je peux aller chercher un collaborateur qui est peut-être un peu plus digital, je peux aller chercher un collaborateur qui a une appétence pour les outils numériques. Là c'est vrai que selon l'offre de service, moi je vois dans les cabinets qu'on accompagne, hein, on a aujourd'hui des cabinets qui vont chercher des gens qui n'ont pas du tout de profil comptable pour aller dans cette mission-là, hein, pour aller dans cette mission de en fait office manager de facturation, quoi. Et donc du coup, bah, on a aussi cette possibilité-là. Je dirais, on n'est pas sur quelque chose qui est autant lié à un savoir-faire technique très comptable. Ouais. On a des règles de facturation qui peuvent être importantes. Peut-être juste avant de passer en effet à l'étape recouvrement et des créances, mais c'est vrai que très clairement, ce qu'on vous dit aussi, mais je crois que Céline l'avait dit dans l'atelier précédent, l'idée c'est quand même de partir pratiquement d'un petit diagnostic chez le client. C'est-à-dire en gros, Oui. je te mets en état des lieux où tu en es et je te propose derrière une des solutions. Donc après, il y a des gens qui vendent le diagnostic, il y a des gens qui l'offrent. L'idée, c'est quand même de dire, voilà, à un moment donné, je fais un état des lieux. Et là aussi, tu rejoins, enfin, c'est ce que je te disais, c'est ce que tu me posais comme question, Julien, tout à l'heure. On rejoint le devoir de conseil. C'est-à-dire que si j'ai fait un état des lieux de chez mon client et que je lui ai proposé quelque chose et qu'il n'a pas pris, parce que le client a le droit de ne pas prendre, il ne faudra pas qu'il vienne me reprocher plus tard qu'en effet, il n'est pas prêt à l'heure de la facture électronique. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Alors ensuite, on passe pour moi à la phase entre guillemets d'après, parce que les deux éléments que je viens d'évoquer,
pour moi, si vous voulez, c'est évident que les cabinets d'expertise comptable doivent avoir ce type d'offre. Donc, par rapport à la question tout à l'heure qui était est-ce qu'on peut faire même pour un micro, j'allais dire même pour un micro-cabinet, il faut trouver une solution, soit en partenariat, soit avec éventuellement les éditeurs, soit avec des confrères, mais il faut trouver une solution parce que je pense que vraiment être apporteur de solutions sur cette première partie, c'est obligatoire pour presque tout le monde. Après, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus, je dirais, à la demande, en tout cas selon l'offre de service que le cabinet veut créer et selon sa vision qu'il a de l'évolution de notre métier. Alors, moi, je vous donne ma perception, hein, c'est ma perception. Donc, après, il y en a qui peuvent, je dirais, elles peuvent être parfois contestables. Il y a des gens qui disent, oui, mais on n'a pas à aller là-dedans, etc. Moi, véritablement, je considère que ça fait partie du champ d'investigation de notre métier de demain. Et comme je vous dis, là encore, quand on se positionne en plutôt personne qui va solutionner des problèmes pour le client, je pense que c'est important. Donc là, on va avoir du coup la construction d'une offre de service autour du sujet de la gestion des créances clients et de la gestion du poste créance client. Alors, la première remarque que je voudrais dire, c'est que l'histoire d'avoir réussi à proposer aux clients avant une démarche d'accompagnement sur le process de facturation, c'est quand même important parce que dans les défaillances qu'on disait en introduction, il y a évidemment les gens qui ont des retards de paiement, mais il y a aussi tous les gens qui ont des retards dans leur process de facturation. C'est-à-dire, en gros, le chef d'entreprise qui n'a pas le temps le week-end de faire ses factures. Là aussi, la société change. Enfin, moi, quand j'ai démarré ma carrière il y a une vingtaine d'années, j'avais des clients, chefs d'entreprise, qui prenaient leur week-end pour faire leurs factures ou qui le faisaient la nuit. Aujourd'hui, on voit bien que tout le monde a envie, en fait, de se réapproprier son temps, de profiter de sa famille, de faire des loisirs. Et donc, gérer un poste de facture, c'est-à-dire que la mission a eu lieu, derrière, je dois faire la facture et ensuite envoyer la facture à mon client, c'est déjà une contrainte. Et c'est pour ça que les missions d'assistance à la facturation ont aussi du sens. Parce qu'on peut aussi les vendre en disant voilà le temps que je te fais économiser par rapport au temps où toi tu ferais des factures. Donc ça pour moi c'est vraiment la première remarque. Une fois qu'on a basculé et qu'on est convaincu déjà de ça, bah, si on poursuit un tout petit peu la réflexion, on arrive sur trois types d'offres de services qui, il y a quelques années, n'étaient pas imaginables parce que nos textes professionnels nous en empêchaient, hein, pour être clair, mais qui, pour ceux qui ont suivi le sujet, l'évolution de la profession et de l'émergence de la facture électronique, bah, sont devenus possibles au gré des demandes institutionnelles qu'on a portées auprès de notre tutelle. C'est finalement l'élargissement de notre capacité et ça a été finalement reconnu au fur et à mesure du temps et notamment avec la possibilité, donc du coup, par nos textes aujourd'hui, d'intervenir dans ce qu'on appelle le recouvrement amiable et donc du coup dans la mission de recouvrement amiable. Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas aller vers ces missions-là. Moi, il y a 10 ans, quand je travaillais sur déjà les sujets en amont de la facture électronique, on disait, quand on voyait ce qui se passait à l'international, on disait on aura besoin dans nos textes d'avoir ces possibilités-là, sinon on perdra de la pertinence. Et donc, bah, on va dire près de 10 ans après, on a maintenant la possibilité de le faire, donc à chacun de s'en saisir. Donc, quels sont les trois types d'offres de services? Là-dessus, je te coupe juste parce que la question est en ligne avec ce que tu viens de dire. Il y avait une question sur la responsabilité professionnelle sur ce type de nouvelle mission, celle d'avant et celle-là. Ça rentre totalement dans le cadre déontologique, c'est ce qu'on peut dire en une phrase. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelques années, on était bridé sur le plan déontologique, entre guillemets, hein, par un certain nombre de tâches qu'on ne pouvait pas faire. Au fur et à mesure du temps, alors je ne vais pas vous faire tous les textes de l'ordonnance 45 et toutes les versions qui ont été modifiées, mais c'est vrai que depuis 10 ans, on a eu des versions successives de l'ordonnance 45 qui ont été modifiées, qui ont élargi notre champ de compétences à l'assistance administrative en général, ensuite au fait de pouvoir faire en effet le mandat de paiement et de faire le mandat donc d'encaissement entre guillemets de créance, de recouvrement. Donc et la loi Pacte, on va dire en dernier recours, hein, la loi Pacte est venue ces dernières années vraiment élargir ce socle-là. Donc pour répondre à la question en effet sur la responsabilité, bah, ça rentre dans notre champ de compétences. Après, je vais y revenir. Il y a des règles pour pouvoir faire ces missions-là qu'il faut respecter, mais ça rentre complètement dans notre champ de compétences et donc on peut, je dirais, mener ce type de mission. Alors, trois types de missions pour moi, hein, et c'est pour ça que là aussi, pour bien circonscrire le sujet, il y a une mission qui est le suivi de l'encaissement des créances. Bah, là, j'allais dire, d'une certaine manière, c'est ce que vous faites sans le vendre aujourd'hui et peut-être sans vraiment l'expliquer. Hein. C'est tout simplement rendre régulièrement au client la visibilité sur l'évolution de son poste créance client. Rappelez-vous, on va être dans un processus où demain la facture électronique va être obligatoire, où donc on aura des statuts de facture avec des factures acceptées, des factures refusées,
où on aura du coup des échéances à l'intérieur des factures, et donc où nos logiciels et nos outils de comptabilité géreront finalement aussi cet échéancier. Et donc là, l'idée, tout simplement, c'est d'être en amont du processus et de dire au client, voilà, tu vas avoir tant d'échéances à encaisser dans tant de semaines ou dans tant de mois, voilà comment ces factures ça se passe, et voilà éventuellement les factures qui sont payées correctement à l'échéance, et voilà les factures qui ne sont pas payées correctement à l'échéance. Un des gros jobs qu'il va falloir avoir en tête à l'ère de la facture électronique, c'est le lettrage, en fait. Faut savoir quand même que le lettrage va être de plus en plus important, parce que sur les plateformes de facture électronique, le plus souvent, on aura d'associer des opérateurs de paiement qui permettront de faire du paiement aussi en ligne. Et donc, du coup, on pourra avoir des lettrages partiels, des factures qui sont totalement payées, des factures qui ne sont pas totalement payées. Et donc, d'une certaine manière, là, je rends un service à mon client, c'est je suis en fait son process d'encaissement de créances. Et évidemment, je l'alerte lorsqu'il y a des créances qui sont passées en termes de délai. Donc ça, c'est du coup la première mission qui est possible et qui est faisable, évidemment, dans le prolongement de cette mission de facturation. Alors, il est évident que si en plus j'ai mis en place la mission de facturation, j'ai d'autant plus de sens pour suivre cette mission d'assistance à l'encaissement. Deuxième famille de missions, deuxième typologie de mission ou d'offre, c'est le recouvrement simple. Alors là, on va dire, pour moi, le recouvrement simple, c'est quelque chose qui est là aussi très facile à imaginer. Vous avez en effet les échéances de factures qui ont été dépassées. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les plateformes de facture électronique, et c'est le cas sur JeFacture, c'est le cas sur la plupart des PDP qui vont être mis en service, vous allez avoir en fait la liste de vos factures clients et vous verrez à un moment donné l'échéance est dépassée, le client n'a pas payé puisqu'on n'a pas eu le rapprochement de paiement qui a été fait. Donc partant de là, c'est assez simple de faire un recouvrement simple, c'est-à-dire en gros de déclencher une relance. Alors le plus souvent sur les plateformes, ça se fera de manière automatisée en cliquant sur un bouton, c'est-à-dire que vous déclencherez une relance facture en disant voilà, tu relances ce client-là, il reçoit un mail qui lui dit voilà, tu as telle facture à payer. Sur certains autres outils, ça nécessite évidemment de suivre en fait la liste des créances qui n'ont pas été payées et d'organiser une relance. Cette relance simple, le plus souvent, elle sera de niveau, ce que j'appelle de niveau 1, soit automatisée, soit de niveau 2, c'est-à-dire en gros un appel au client ou un mail un peu plus personnalisé au client pour dire voilà, au fait, tu as une facture que tu ne m'as pas payée, je te rappelle que tu dois me la payer et éventuellement, je te rappelle qu'elle est disponible sur la PDP, puisque c'est comme ça que ça marchera, ou sur le PPF, et tu peux la retrouver à tel endroit. Peut-être que tu ne l'as pas vue, peut-être que tu ne l'as pas récupérée, peut-être qu'elle est mal rentrée dans ton système d'information. Et donc, je suis dans l'échange, évidemment, avec mon client là-dessus. Là, l'idée, c'est que vraiment, là aussi, je prends en charge ce process. Alors, vous pourriez me dire, oui, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est quand même qu'on va se dire les choses. Dans les mois qui viennent, quand les plateformes vont se mettre en place, il est probable qu'il y ait des factures qui soient mal adressées, des factures qui n'aient pas forcément les bonnes données qui soient rejetées, des factures qui soient peut-être récupérées par le système comptable de l'entreprise, mais pas forcément, entre guillemets, mises dans le flux de paiement. Donc, je prédis, et là aussi, c'est pas de la prédiction, j'échange souvent avec mes confrères italiens, mes confrères grecs, des confrères étrangers. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Il se passe que, en fait, parfois, celui qui doit payer n'a pas reçu la bonne information ou n'a pas, entre guillemets, l'élément qui lui permet de valider. Et donc, il ne paye pas et donc il met du retard de paiement. Donc, les 4-5 prochaines années peuvent entraîner des retards pour les entreprises qui vont mal être organisées dans le process de paiement. Et donc, du coup, le job de celui qui va faire cette relance de recouvrement simple, c'est de s'assurer que oui, l'information a bien été distribuée, que le client en fait est bien informé qu'il doit régler et qu'en fait il va le faire et qu'il va régler et qu'il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Donc ça, c'est le deuxième type de mission. Troisième type de mission, alors là, on entre dans quelque chose d'un peu plus, je dirais, structuré formellement, parce qu'on va dire les deux premiers, ce sont en fait des suivis administratifs bien formatés avec des process. Le troisième est un troisième niveau un peu plus, je dirais, structuré. Là, du coup, carrément, votre client vous donne un mandat de recouvrement amiable. Et donc, j'insiste bien sur le mot amiable, parce que dans notre profession, la limite, c'est qu'on est sur le recouvrement amiable. On n'est pas sur le recouvrement judiciaire, sur lequel il y a des procédures qui conduisent à avoir des significations d'huissier, qui conduisent à avoir en fait éventuellement la saisie de tribunaux, etc., voire dans des procédures de RJ ou de conciliation. Là, on est vraiment sur du recouvrement amiable, c'est-à-dire on part du principe que la personne a juste oublié
de régler sa facture ou qu'elle n'a peut-être pas pour l'instant les moyens de payer parce que pour une raison X ou Y, elle n'a pas la trésor, mais je dirais, on est dans cette logique-là. Donc là, le recouvrement amiable, c'est quoi? Le cabinet va être mandaté par son client pour appeler là aussi le client, pour faire le point avec lui sur la situation. J'insiste sur faire le point avec lui sur la situation. Il y a un langage chez les professionnels du recouvrement qu'on appelle le smart recouvrement. Et moi, j'aime bien ça, en fait, en termes d'approche. On n'est évidemment pas dans du recouvrement, je dirais, à la batte de baseball. On est dans du recouvrement où, en fait, on fait le point avec le client. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas payer? Est-ce que c'est qu'il y a un problème de délai? Est-ce que c'est qu'il y a un problème de trésor? J'allais presque dire, en tant qu'expert comptable, c'est même déjà peut-être aussi mettre le pied chez un client pour discuter avec lui pourquoi vous avez un problème de trésor. Et peut-être demain, ça peut être un futur aussi client de votre cabinet. Donc, d'une certaine manière, je touche du doigt le sujet avec le client. J'essaye de trouver une solution. La solution la plus, entre guillemets, avantageuse pour mon propre client et puis en même temps pour mon client. Et puis surtout, je suis ce processus de recouvrement et donc du coup, je récupère ma créance. Alors là, il y a une statistique qui est assez brutale parce que chez nos confrères américains, ils font ce type de mission depuis plusieurs années. La profession comptable américaine, alors pas tous, mais il y a des cabinets qui pratiquent ce type de mission. Souvent, vous avez à peu près 37 à 38% de cabinets US qui pratiquent ce type de mission. Et dans les cabinets US où on pratique ce type de mission, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a une statistique qui est assez brutale, c'est que chaque mois qui passe où on n'a pas été réglé, en fait, c'est de l'ordre à peu près de 22 à 23% de chances qu'ils se perdent d'être un jour réglés. Donc, en fait, l'argument majeur vis-à-vis du client pour vendre cette mission-là, c'est lui dire, écoute, tu sais, ce truc-là, c'est relancer quelqu'un, lui demander de te payer, organiser le process avec lui, voir comment on peut éventuellement morceler le paiement. C'est quelque chose qui, si c'est pas fait dans une entreprise, va faire ce qu'on va avoir en fait une créance qui va, pardonnez-moi du terme, mais une créance qui va un peu pourrir. Et puis, plus cette créance va être pourrie, plus à un moment donné, vous avez des chances de vous prendre un impayé, quoi. Et donc de vous retrouver en difficulté vous-même parce que vous avez eu un impayé. Donc, très clairement, là, le job en fait du cabinet, c'est d'aider le client à structurer cette mission-là. Donc, ça, c'est pour moi, je dirais, le troisième niveau de recouvrement. Bon, je rajoute un point, c'est qu'évidemment, c'est une partie souvent que les clients, là aussi, n'aiment pas forcément faire. Je veux dire, rappeler les gens pour payer, etc. Donc, soit vous avez un service comptable dans une boîte qui le fait, et généralement, la personne s'y colle, soit vous êtes une TPE, une PE, et puis, si la personne ne vous a pas payé, ouais, vous aimeriez bien aussi que quelqu'un puisse le faire avec toute j'allais dire, la sagesse déontologique, l'éthique, c'est-à-dire, en fait, le fait de, évidemment, comprendre, écouter, empathie, etc. Donc ça, c'est vraiment l'élément important. Là, tu décrivais ces trois, ces trois types d'offres dans un contexte de facturation électronique, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre que nos clients TPE émettent des factures électroniques pour s'y mettre, ou est-ce qu'on ne peut pas s'y mettre avant? Non, très clairement, je vous rappelle, la loi Pacte nous a donné le mandat de paiement et le mandat de recouvrement dans les textes. Donc, très clairement, vous avez, on y reviendra, je crois, à la fin du webinaire, mais on a déjà un guide qui a été écrit par le Conseil national de l'ordre sur le mandat de paiement et le mandat de recouvrement. Ce sont des missions qui existent. Comme je vous dis, il y a 10 ans, on ne pouvait pas s'en servir trop. Alors, il y en a qui, pour être cash, il y en a qui le faisaient déjà, notamment auprès des entreprises étrangères, etc., mais qui ne criaient pas sur tous les toits. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans nos textes professionnels, désormais, c'est pleinement accessible à tous. Et j'allais dire, vous pouvez le proposer dès maintenant. Après, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment moi le sens, si vous voulez, de l'intervention, c'est de dire la facture électronique va nous rendre ça beaucoup plus facile. Parce que moi, franchement, maqueter une mission de suivi des créances clients quand l'entreprise faisait elle-même ses créances papier, enfin ces factures papier, c'est ingérable. Enfin, je ne peux pas marketer cette mission-là. À partir du moment où, de toute manière, soit le client a un logiciel et je peux voir les factures, soit de toute manière, on partage notre PDP et je vois ces factures, où est-ce qu'elles en sont, ça change complètement ma relation dans la perception de où il en est dans ses créances clients. Et j'allais presque vous dire, là aussi, tu me disais tout à l'heure, c'est une obligation de conseil. C'est presque, j'allais aussi, de toute manière, un devoir demain que vous allez avoir, ce type de mission. Parce que si vous prenez jefacture.com, qui est donc la plateforme institutionnelle, enfin de ECMA, quand on ouvre aujourd'hui JeFacture, vous avez un échéancier des factures en attente de paiement et un échéancier des... Donc, de toute manière, si vous accompagnez votre client sur ce type de plateforme, vous verrez tous les jours les factures qui ont été payées ou pas payées. Et j'ose pas imaginer qu'un comptable, je dirais, qui sait la gestion d'une entreprise, va se dire, oh là là, il y a plein de factures qui sont pas payées, tant pis, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, là on a vraiment un job d'alerte, de toute manière, vis-à-vis de notre client.
Donc, c'est pour ça que là encore, moi, je me positionne plus comme apporteur de solutions. C'est-à-dire, en gros, de toute manière, je vais avoir la vue sur tes factures non réglées. Est-ce que tu veux pas que je t'aide à gérer ce processus de relance? Et toi, concentre-toi sur ton job de plombier. Moi, je vais t'aider à gérer ce processus de Ouais. relance. Et plus vite on fait la première brique, celle qu'on a vue avant, se mettre en place une solution de facturation ou faire un mandat de facturation, plus on va vite sur ces premières étapes, plus on peut aller vite sur celle-ci, en fait. Plus on a numérisé les process de son client, voilà. Il y a une question, alors, il y a des, alors, une première question sur le combien peut-on vendre ce genre de mission? Donc là, on va parler des aspects pratiques de réalisation de la mission juste après, donc on aura une réponse à ça. Et une deuxième question, pareil, sur la facturation, donc c'est pas que je veux pas la prendre, mais on va y répondre un petit peu plus tard, sur la façon de valoriser ce type de travail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ces trois types d'offres qui, alors là encore, hein, je vous dis, on peut en compléter d'autres, hein, mais en tout cas, nous aujourd'hui, quand on restructure quand on fait du design d'offres de services dans des cabinets, quand on restructure l'offre de service du cabinet, bah, on part généralement sur ces différents niveaux. Alors, à partir de là, quelles sont les mises en place pratiques de tout cela? Bah, déjà, comme je le disais, il y a un design en effet de l'offre de service. C'est-à-dire qu'une offre de service, et j'insiste sur la notion d'offre de service, c'est une offre de service avec du coup, un marketing, une cible, des process et donc du coup des tarifs et donc du coup tout un processus de réalisation et également derrière des critères qui vont permettre de valider qu'on a bien réussi. Donc évidemment, ça veut dire que le cabinet, quand il veut se lancer dans ce type de mission, la première chose qu'il doit faire, c'est faire en effet d'abord sa segmentation client pour savoir quels peuvent être les clients qui peuvent être intéressés. En gros, c'est voir le potentiel dans mon cabinet de ce type de mission. Si j'ai aucun potentiel, vous avez bien d'autres choses certainement à vendre que ces missions-là. Si à l'inverse, vous avez du potentiel et si vous avez de l'appétence pour cette mission-là, vous vous lancez dans le design de l'offre et vous fabriquez votre offre et vous allez donc aligner complètement votre démarche avec donc du coup une démarche marketing et commerciale pour proposer cette offre de service. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Évidemment, dans ce design de l'offre, aujourd'hui, alors comme tu le disais, on peut faire la mission aujourd'hui sans être à l'heure de la facture électronique. Cela dit, l'heure de la facture électronique va beaucoup nous aider. Parce que très clairement, dans le design de l'offre, facturation, il faut que je mette soit une couche outil que je propose à mon client, soit une couche plateforme qui va rendre des services à la fois d'échange et d'archivage. Donc ça, c'est mon design, entre guillemets, technologique dans cette famille-là de missions. Et pour la brique, les missions d'assistance relance, client, recouvrement et recouvrement amiable, là, très clairement, c'est pareil. Dans mon design d'offre, je vais réfléchir à quelles sont les briques que je vais mettre en termes de technologie. Donc, par rapport à la plateforme que je vais choisir, quel service ça va me rendre pour suivre les relances clients, quels éléments briques je peux mettre en parallèle, je vais dans les solutions que je peux proposer pour suivre justement ce poste client. Donc ça, c'est la partie design technologique. J'ajoute un point que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai dit on s'arrête. Hein. Alors là, c'est très clair. Déontologiquement parlant, il faut qu'on s'arrête à la mission de recouvrement amiable. On ne franchit pas du tout l'étape du recouvrement judiciaire, donc on s'arrête entre guillemets à la mission de recouvrement amiable. Cela dit, il faut quand même avoir en tête que sur les PDP, et moi dans les cahiers des charges de certaines PDP qu'on commence à voir et les discussions qu'on a avec certains, il y aura des PDP qui auront comme offre de service, par exemple, d'avoir aussi éventuellement l'accès à un huissier numérique. C'est-à-dire en gros à quelqu'un qui, comme nous, est une profession à prérogative d'exercice, qui lui, du coup, pourra faire de la signification numérique pour de recouvrement judiciaire. Donc, ça veut dire qu'on peut concevoir dans son design d'offre de service tout un flux qui dit en fait à notre client, écoute, voilà, jusque-là, ces étapes-là, c'est moi qui te les gère et c'est moi qui le fais et j'ai le droit et il n'y a pas de problème. Et puis, à un moment donné, si jamais on doit passer à du judiciaire, ça sera quand même fluide parce que j'ai un accord avec un huissier numérique, avec une plateforme numérique qui va faire de la signification et du recouvrement judiciaire, mais dans un cadre bordé, quoi. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal parce que je me mets quand même à la place. Aujourd'hui, nous, on a fait un focus group il n'y a pas très très longtemps avec des entrepreneurs. Ce qu'ils disent souvent, c'est qu'ils disent, ouais, à un moment donné, mon cabinet comptable, il m'a dit, OK, il faut faire une relance judiciaire et puis démerde-toi, quoi. Va trouver un huissier à qui il faut réexpliquer toute la démarche, tout ce qui s'est passé avant, etc. Là, il y a vraiment de la fluidité si je suis apporteur en fait de solutions globales. Donc ça, c'est le design de l'offre de service et c'est comme ça qu'il faut faire entre guillemets l'ingénierie de votre mission. Dans les éléments
hyper pratico-pratique, évidemment, il y a une lettre de mission à mettre en place. Donc, chacune de ces missions-là, il est hors de question de les faire sans lettre de mission. Bon, je ne vous fais pas le couplet sur la déontologie et la responsabilité, mais vous savez que toute mission d'expert comptable entre dans le cadre donc, du référentiel normatif. On doit avoir une lettre de mission. Pour information, donc, en lien avec ces ateliers, vous avez des exemples de lettres de mission qui vous sont proposées par le Conseil régional donc de Paris. Et donc, vous pouvez les retrouver sur la plateforme. On vous en parlera à la fin. Donc lettre de mission. Dans la lettre de mission, je suis assez factuel. Hein, je décris le process que je mets en place et je décris surtout une chose très importante. Toutes ces missions-là sont toujours sous la responsabilité de l'entreprise. Quand on dit qu'on va faire une facture, vous le verrez dans les exemples de lettres de mission qu'on propose, à chaque fois, il y a l'idée que c'est l'entreprise qui est responsable de sa facture, c'est l'entreprise qui vous transmet éventuellement un brouillon de facturation et c'est elle qui a du coup la responsabilité des informations qui sont transmises, y compris quand on va faire la relance. C'est-à-dire que dans la relance client, dans le suivi des relances, la logique veut normalement que vous ayez un tableau de suivi et que vous demandiez au chef d'entreprise est-ce que tu es OK pour que je fasse ces relances ou pas, etc. Et encore plus quand on est dans le recouvrement amiable, où là, du coup, carrément, vous avez un mandat qui vient accompagner la lettre de mission. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un mandat pour pouvoir faire la mission de recouvrement amiable. Et donc, ce mandat existe et vous avez la liste des créances sur lesquelles vous allez devoir demander l'accord du chef d'entreprise. Bon, alors ça peut paraître un peu formel, mais à l'heure de la facture électronique, là aussi, et des plateformes, ça va se faire bien, hein, parce qu'en gros, c'est des choses qu'on va pouvoir automatiser dans la plateforme et qu'on va pouvoir dire, ben voilà, je te demande de m'envoyer cet élément-là. En fait. Oui, c'est important ce que tu dis parce que si on regarde là les modèles à l'heure actuelle, on se retrouve avec des tableaux papier un petit peu si on regarde ce qu'il y a dans la Ah documentation ouais. et ça peut faire peur. On peut se dire on va se rajouter du formalisme, mais dans un monde de facturation électronique, ça sera sans doute que quelques clics. Comme je vous disais, dans un monde de facture électronique, quand on discute avec des éditeurs de solutions qui comprennent le problème et le potentiel de ces missions, généralement, ils vous créent un bouton avec une listing d'éléments qui vont être à signer et à recouvrer électroniquement. Donc c'est quand même assez simple d'imaginer ça. Quoi. Donc, ensuite, je réalise la mission. Très clairement, je réalise la mission. Je vous rappelle que dans nos textes déontologiques, on doit avoir donc du coup un dossier de travail. Donc, en gros, des preuves de travail. Bon, ça, très clairement, c'est la traçabilité que vous allez faire de votre mission par rapport à l'usage, notamment, par exemple, de la plateforme. Et puis, dernier élément, et je l'ai volontairement noté, dans nos règles déontologiques pour ce type de mission, qui sont des missions autres que celles qui sont liées, je dirais, à nos activités habituelles d'assurance, eh bien, du coup, on a une restitution de la mission qui est prévue. Et ça, c'est très important aussi. C'est en fait en fin d'année ou en fin de mission, je rends compte à mon client. Donc je lui dis, voilà, pour toi cette année, j'ai fait tant de factures que j'ai transmises, etc. Pour toi cette année, j'ai fait tant de relances, voire éventuellement, j'ai récupéré les créances avec tel délai et donc j'ai amélioré ta trésorerie de tel ordre. Donc ça, c'est en fait, si vous voulez, le livrable un peu du rapport final que je rends, qui est important pour nous, parce que là aussi, dans les exemples de confrères qui font ça à l'étranger ou même ceux qui font ça en France, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est un moment important à la fin de l'année, quand on arrive en fin de mission, de dire à son client, tu vois, je t'ai rendu quand même des services, quoi. Je t'ai valorisé le truc, quoi. Et donc, je te rends là aussi la mission très concrète, parce que lui, évidemment, il la verra peut-être un petit peu plus loin. Donc voilà, si vous voulez, la mise en place pratique sur l'angle déontologique. En fait. Donc là, forcément, il y a des questions sur le prix. Ce qu'on va voir juste après, une autre question qui peut se poser, c'est avec qui je fais ça? Surtout en période de bilan où on a l'impression qu'on n'a pas une minute de disponible. Avec quel collaborateur est-ce que j'arrive à faire ce genre de mission? Donc du coup, c'est vrai qu'on arrive un peu aux bonnes pratiques de ce type de démarche et dans la mise en place pratique. Bon, la première remarque, et j'insiste là-dessus, moi, très clairement, je me situe dans un contexte où on digitalise ces process. Donc, c'est vrai que quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Oui, je peux le faire aujourd'hui à la mano, si j'ai pas d'outils, si j'ai pas. Mais très clairement, j'essaye de vous projeter dans un monde post-facture électronique. Dans ce monde post-facture électronique, on va avoir du coup des outils de relance, comme je vous dis, automatisés dans les PDP. On va avoir des échéanciers qui vont être très transparents. Et donc, d'une certaine manière, il faudra utiliser ces outils de relance automatisés, etc. Alors, quand je dis ça, en disant, je me dis peut-être que l'auditeur peut se dire, ouais, alors du coup, j'ai le temps. En fait, non. Parce que, si vous voulez, les PDP seront prêtes, on le sait, durant le dernier semestre 2023 et le premier semestre 2024 pour les premières. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que si on veut être là aussi initiateur de transformation auprès de nos clients et bénéficier de ces opportunités avant que d'autres s'en occupent, ça veut dire quand même qu'il faut que j'ai réfléchi à mon offre, ça veut dire qu'il faut quand même que… Et là encore, je redis ce que je dis souvent dans mes interventions,
déconnectez-vous un tout petit peu de l'outil technologique. C'est-à-dire que ce travail de réflexion intellectuelle sur ça va être quoi mon offre, ça va être quoi mes clients cibles, ça va être quoi mon marketing, c'est quoi les arguments que je vais mettre en avant, c'est quoi le marketing que je vais pousser, c'est quoi les facteurs clés de succès, ils sont à dissocier de quel outil je vais utiliser. Évidemment, l'outil, à un moment donné, il va vous aider parce que vous choisirez un outil qui correspond à votre besoin. Mais il ne faut pas se dire j'attends d'avoir l'outil pour forcément marketer mon offre et travailler sur ma projection d'offre. Ça, c'est l'élément que je voulais avoir en tête. Donc, à partir de là, bah, c'est vrai que ce qu'il va falloir avoir, c'est une mise en place de relance répétée. La clé de ces missions de recouvrement, par exemple, et de créance client, c'est justement le suivi. Hein. Donc, c'est mettre en place un process qui est répété sur un temps court. Et donc, bah, très clairement, ça veut dire que généralement, on amène à préconiser d'avoir en effet une ou plusieurs personnes, hein, une équipe dédiée. Moi, je donne souvent cet exemple-là, mais dans des cabinets anglo-saxons où ce métier existe, quand vous prenez des cabinets qui sont de grande taille, moi, l'autre jour, j'étais à San Francisco, j'ai rebenchmarké un cabinet américain qui pratique ce mission. Bah, en gros, ils ont 200 collaborateurs et sur les 200 collaborateurs, ils en ont 7 ou 8 qui sont dédiés à la relance client, en fait, hein, et qui travaillent Alors, sur, du coup, ce type de mission. Alors évidemment, si là, on est je un me petit fais pas l'avocat du diable. Voilà, c'est ça. On va te dire, voilà, mais j'ai pas ce collaborateur dans mon cabinet. Donc, tu as un voilà, petit peu abordé la question tout à l'heure, mais on peut le répéter. On n'est pas voilà, obligé de chercher le je profil des redis deux CV. choses. Première chose, je dis si vous avez un collaborateur aujourd'hui dans votre cabinet, la première chose, c'est que, alors là, je rejoins ce qu'on avait dit dans les premières interventions et puis ce qui a été dit dans la saison 1, je crois, des ateliers de transformation, c'est que la facture électronique, c'est quand même un facteur de changement et donc il faut en parler avec ses collaborateurs parce que vous avez peut-être des collaborateurs aujourd'hui qui sont, nous quand on mène ce type de travaux dans des cabinets sur la réflexion stratégique, on a des collaborateurs qui disent, bah, ça tombe bien parce que moi, la compta, j'en avais marre, quoi, où je me sens pas forcément à demain faire de la compta complètement techno et à qui on dit, bah écoute, finalement, est-ce que tu n'aimerais pas être dans ce métier-là, qui est un métier. Alors là, du coup, quand on dit métier de contact, parce que franchement, moi, c'est pareil, hein, je vois souvent des confrères ou des consoeurs qui me disent, ouais, c'est pas un truc agréable, la relance. Mais en fait, si vous voulez, la relance, c'est un métier, s'il y a bien un métier de contact et d'écoute et d'empathie, c'est la relance. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être capable de trouver le bon argument pour convaincre la personne d'abord de vous payer ou comprendre son problème ou en tout cas aider à lui trouver aussi des solutions parce que si on le prend par le côté, je dirais, j'aide une entreprise qui a peut-être des problèmes à payer, justement, je vais peut-être essayer de discuter avec eux. Et j'allais dire, là, pour les gens qui veulent faire de l'empathie, de la discussion avec le client et éventuellement aider l'entreprise, bah, il y a quand même toute cette démarche-là quoi, qui peut exister. Donc, ça veut dire que je peux avoir déjà dans mon cabinet des collaborateurs qui vont peut-être migrer de fonctions comptables vers ce que nous on appelle les missions spécialistes, c'est-à-dire en gros les gens qui vont gérer une mission un peu plus spécialisée dans ce domaine-là. Donc Faut pas premier préjuger de ce qu'ils veulent ou pas faire, en fait. C'est ça le ouais, message. voilà, On voilà. va dire, Et surtout pour par leur défaut, expliquer ils le le feront champ des pas. Voilà. possibles. Ils sont souvent aujourd'hui quand même dans une logique très comptable, des collaborateurs d'équipe, et en leur expliquant l'arrivée de la facture électronique et tout ce que ça change, bah, on leur ouvre peut-être aussi des champs de possibles. L'autre jour, moi, j'étais dans une réunion où il y avait des collaborateurs qui me disaient, bah, tiens, ça tombe bien, hein, on voulait aller en entreprise, et finalement, ce que vous nous dites, c'est faire de la gestion d'entreprise pratiquement dans le cabinet, et avec plusieurs clients. Bah, à la limite, restons dans le cabinet hein, et bénéficions des avantages du cabinet plutôt que d'aller dans une TPE pour faire de la relance client et du paiement fournisseur. Donc très clairement, c'est vrai que là aussi, je vais me dire, bah, ok, je prends cette personne-là. Mon deuxième cas de figure, en effet, bah, je vais chercher un profil extérieur si je le trouve, mais pas forcément du coup un profil comptable, là encore. Hein, je dis peut-être un profil de quelqu'un qui a plus l'habitude de gérer ça. Pour tout vous dire, il y a encore quelques jours, dans un cabinet qui est en train de structurer ça, ils sont en phase de recrutement de personnes et ils passent en ce moment en entretien des gens qui viennent du monde bancaire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des agences bancaires hein, qui disent bah, le métier d'agence bancaire, ça me plaît pas trop. Finalement, l'évolution du métier me plaît moins. Venir dans un cabinet pour parler de relance, pour parler de solutions de financement, pour parler de solutions de paiement, bah, ça m'intéresse et éventuellement, je peux venir dans le cabinet. Bon, il faudra de la diplomatie, évidemment, parce que, comme je vous dis, c'est un métier qui est très diplomate. Et puis, j'allais dire, il faut des gens qui comprennent bien l'éthique, hein, ce qu'on appelle, nous, le smart recouvrement, c'est-à-dire, en fait, ce côté qui est de dire, on n'est pas dans une politique agressive de recouvrement de créances, on est dans une logique surtout de suivi et d'organisation de la bonne gestion d'une entreprise. Quoi. Et j'allais dire, c'est vraiment la transformation de cette dimension-là qui est évidemment, pour moi, hyper, hyper important. Il y a une Alors, les question parts. publique les points là que tu as évoqués, sur le point PDP. Est-ce qu'on peut dire quel PDP déjà propose ce type de service que tu évoquais, d'automatisation de relance, etc.
Ah bah, sur jefacture.com, vous avez déjà la liste en fait des factures qui sont en attente de règlement et qui sont en attente de paiement. Donc, vous allez avoir du coup cette fonctionnalité-là qui va exister avec, j'imagine, la relance automatique. Alors, je sais plus s'ils ont implémenté la relance, je crois. Hein, enfin, faudrait demander à ECMA, mais je crois qu'en tout cas, c'est, j'imagine, dans la roadmap. Enfin, je ne sais pas imaginer que ce soit pas dans la roadmap. Sur le paiement, par exemple, sur JeFacture, vous avez également aussi un bouton de paiement hein, qui permet, quand vous envoyez vos factures, de proposer le paiement en ligne. Donc déjà, ça, c'est aussi une première ingénierie. Hein. Quand je disais tout à l'heure, aider son client à mettre en place un process de facturation efficace et efficient, là aussi, il y a des choix. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer une facture sur jefacture.com en demandant à ce qu'il y ait un bouton de paiement qui soit dedans, ce qui fait que votre client est plus à même de vous payer rapidement. Quoi. Et donc, du coup, d'accélérer ce cycle. Et à la limite, de lui dire, au fait, tu n'as pas payé alors que je t'ai mis le bouton. Ou alors, quand vous le relancez, de lui dire, bah, je t'envoie le lien pour que tu payes. Quoi. Et donc, du coup, ça t'aide aussi. Donc voilà. Et après, pour être très cash, bah, je crois que la plupart des grands éditeurs qui sont en train de faire leur PDP vont proposer ce type de front. Hein. Donc, il suffit de regarder, on va dire, l'actualité des éditeurs de la profession. Si vous regardez un peu ceux qui s'annoncent PDP, etc., souvent, il y aura une solution de relance, voire une solution d'ailleurs d'accompagnement de paiement hein, qui sera proposée à l'intérieur de la PDP. Bon, ça, c'est un petit peu, si vous voulez, la logique. Alors maintenant, la question un peu clé, combien ça se facture, comment est-ce que ça se facture et comment ça se met en place. Bon, alors d'abord, pour tout ce qui est mission d'assistance à la facturation, je l'ai dit tout à l'heure, bon, chacun a son modèle, chacun réfléchit à son modèle et là, on est dans un environnement un peu contraint par le temps, donc on ne peut pas détailler toutes les bonnes pratiques, mais très clairement, bah, il y a un modèle qui est un modèle, en tout cas celui moi que je préconise le plus souvent, qui est de proposer la mise à disposition d'un logiciel de facturation au client selon un tarif. Comme je vous dis, généralement, c'est souvent selon les outils entre 15 et 60 euros par mois, hein, un outil de facturation. Et en gros, bah, le cabinet crée du récurrent avec ça. Éventuellement, il le package avec de la formation à la mise en place, à la mise en œuvre au départ. Et ça permet évidemment de démarrer, je dirais, avec ce package-là. Donc ça, c'est le modèle pour moi de la mission. Je te mets à disposition un logiciel de facturation. Il faut savoir qu'il y a eu peut-être une dérive dans la profession, c'est qu'il y a eu pas mal de cabinets, enfin, c'est pas une dérive, d'ailleurs, c'est un choix que chacun a, mais il y a eu pas mal de cabinets qui ont proposé souvent des solutions de facturation gratuites à leurs clients hein, au fil des années. Et donc, c'est vrai que ce qui est peut-être la difficulté, c'est maintenant de les ramener dans des solutions un peu plus payantes. Donc ça, c'est un choix là aussi stratégique selon où vous en êtes dans votre politique de cabinet. Donc ça, c'est la première étape pour la première type de mission. Après, pour la mission que j'appelle full fac, qui est donc la mission où je transforme des factures, où j'ai un mandat de facturation avec mon client, bah, là, très clairement, pour moi, ce sont des missions que généralement, alors là aussi, il y a deux écoles. Il y a ceux qui tarifient à la facture, c'est-à-dire en gros qui vont dire, bah voilà, c'est 2 euros la facture que je t'établis, etc. Moi, je vous invite plutôt à être sur des modèles dits de package, c'est-à-dire en gros de dire, voilà, monsieur le client, tu as entre 200 et 300 factures par an, à ce tarif-là, c'est tant d'euros la facture, si tu en avais 500, ça serait tant, etc. Et donc de réfléchir à du package. Pourquoi réfléchir à du package? Bah, d'abord parce que nos blind tests, et en fait les tests qu'on fait en aveugle sur certains cabinets qui commencent à réfléchir à ça avec des clients, bah, montrent que généralement le client se situe toujours dans la fourchette un peu plus haute, et donc ça permet quand même d'augmenter un peu le gain pour le cabinet. Et puis la deuxième remarque, c'est que comme ça, vous n'êtes pas au suivi à la facture dans la facturation. Quoi. Vous proposez un forfait de facturation et donc du coup, ça permet de le gérer. Je vous rappelle qu'il y a des… Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, non, il y a une question sur la tarification du logiciel, le premier point que tu évoquais. Est-ce que tu peux juste le repréciser parce que quelqu'un n'a pas bien compris a priori. Ce que tu dis, c'est un forfait mensuel pour la mise à disposition du logiciel, tout simplement. Ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Voilà. en gros, si vous voulez, aujourd'hui, je sais pas, si vous achetez un logiciel de facturation, alors je ne veux pas citer le nom parce que sinon c'est compliqué après, comme on est dans une formation institutionnelle, mais en gros, si vous allez acheter aujourd'hui un logiciel de facturation, sur le marché, vous avez des offres entre 15 et 50 ou 60 euros par mois. Et donc, l'idée pour moi, c'est à un moment donné, vous vous équipez d'une solution, éventuellement, selon le volume, vous négociez avec votre éditeur le tarif des licences. Et vous proposez ce package-là de service à votre client. C'est-à-dire, en gros, vous utilisez la solution de l'éditeur, mais par contre, vous jouez le rôle d'intégrateur hein, technologique pour le client. Et là, du coup, vous faites une marge sur la mise à disposition de l'outil. Donc, c'est pour ça que je dis ça, c'est le premier modèle. Après, je vois, il y a une question de l'or aussi sur le tarif des factures. Dans JeFacture. Je vous rappelle que JeFacture est à 10 centimes aujourd'hui en termes de tarification. Et après, quand on veut faire du paiement, quand on veut y ajouter le bouton de paiement ou quand on veut faire du paiement, en fait, vous avez des forfaits, des packages, justement, d'actions de paiement
qui sont proposés sur Je Facture. Donc, en gros, quand je veux activer le service de paiement, bah, j'achète moi aussi en tant qu'expert comptable ou en tant qu'entreprise un package de boutons de paiement et d'actions de paiement. Et du coup, je lis ça à mon modèle de compte. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, je suis plutôt dans une logique d'ingénierie, d'offres en disant faites des packages sur cette partie-là parce que c'est quand même assez important. Après, sur la partie recouvrement, c'est un tout petit peu différent parce que sur la partie recouvrement, bah, sur la relance client, ce qu'on appelait donc le suivi des clients et éventuellement la relance simple, généralement, on peut là aussi être dans une logique de package, c'est-à-dire de dire, bah voilà, tu as tant de factures par an et à l'intérieur de ces factures, on estime par exemple qu'il y a 15% de tes factures. Alors ça aussi, c'est peut-être selon l'historique que vous avez du client. Vous avez quand même le FEC, donc vous avez les factures en attente, le poste client, etc. Vous dites, bah voilà, tu as 15% ou 20% de factures sur lesquelles on sait qu'on doit faire de la relance. Et donc, je te budgète un temps à passer, et c'est un forfait, en fait, de relance. Donc ça, je peux, je dirais, travailler comme ça. Après, quand on est, du coup, et on voit, là aussi, dans les cabinets qui le font ou dans les cabinets qui sont à l'international, il y a cette logique de package en fonction du volume du poste client à gérer. Et puis après, quand on rentre dans le recouvrement amiable, ou la relance, je dirais, un peu plus active, bah souvent on a des tarifs qui sont des tarifs en fait en fonction du montant des honoraires qu'on recouvre, c'est-à-dire en gros des créances qu'on recouvre. Et là, il y a des pratiques qui sont de l'ordre de 2 à 20% selon les structures d'exercice professionnel qui font ça, en fonction du montant des factures qui sont à recouvrer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, souvent, on est avec une offre à 2 étages. Un étage forfaitaire, la mise en place du service, le suivi, etc., qui est un peu à coût fixe. Et puis un étage honoraire de succès, qui du coup vient en fonction des relances. Parce que c'est vrai que si les créances sont vraiment entre guillemets pourries et qu'on n'arrive pas à se les faire payer, il n'y a pas de raison que le client, je dirais, vous paye. Donc du coup, on a des honoraires de succès, ce qui est quand même là aussi intéressant, parce que le plus souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui font du coup des honoraires de succès, bah, la logique, c'est que quand même, quand on s'occupe de ce fameux poste client, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le paiement. Le truc, c'est que si vous laissez passer 6 mois, vous n'aurez pas le paiement. Mais si vous vous occupez dès le premier mois que c'est pas payé, généralement, vous obtenez le paiement. Donc, l'histoire des honoraires de succès est assez intéressante. Et je vous rappelle que là aussi, nos textes professionnels ont changé et que désormais, dans les textes professionnels, vous avez en effet les honoraires de succès qui sont quand même hyper importants, quoi. Donc voilà un peu Une pour les question retours. là, il y a quelqu'un qui veut vraiment t'amener sur le prix, donc je te passe la question. Parce que tu parlais de package, par exemple, je vais faire des lots de 100 factures, mais quel prix je mets en face de mes 100 factures? La personne dit 1 euro, 3 euros, est-ce que tu peux donner une fourchette là-dessus? Ouais, objectivement, ce qu'on sait, alors moi je vais vous donner des fourchettes plutôt de gens qui sont en réflexion sur ces thématiques-là, ce sont des fourchettes qui peuvent aller de l'ordre de 2 à 4,50 € en fait, à peu près. Donc avec notamment dans les réflexions sur les PDP de certains acteurs, des process de ce type-là qui ont, je dirais, 3,50 € comme coût cible pour le cabinet, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on est dans ce type de fourchette. Alors évidemment, les gens me disent régulièrement, dans ce genre de cas, quand on est en face à face, je dirais, il y en a qui disent ouais, mais dis donc, c'est pas extraordinaire comme coût par rapport à ce qu'on a, etc. Bah, j'allais dire, tout dépend évidemment de la volumétrie que vous avez et de la processisation que vous mettez en place. C'est sûr que si vous mettez tout ça en place pour un dossier client dans un cas de figure de votre cabinet, j'allais dire, faites pas ça. Enfin, je veux dire, vous embêtez pas. Donc, d'où la question de dire segmentez votre portefeuille, regardez le potentiel de votre portefeuille pour ce type de mission. Parce que, je veux dire, c'est sûr que si c'est pour un client, ça vaut pas le coup. Si par contre, vous avez un besoin récurrent, bah là, ça devient très intéressant. Et puis, je vous rappelle que là aussi, on est, enfin, j'allais dire, moi, mon job, c'est d'imaginer ce que sera la profession de demain. Vous avez la possibilité d'imaginer des modes de coopération entre cabinets qui peuvent être demain assez différents sur ces sujets-là. Et donc, bah, pourquoi pas, en effet, réfléchir à quelques-uns sur, je dirais, des offres de services un peu groupées sur cette démarche-là, parce que c'est aussi des éléments qu'il faut avoir en tête. Là encore, moi, ce qui guide la réflexion, c'est comment dans la chaîne vous vous insérez pour ne pas notamment vous faire exclure du marché. Donc, en gros, si vous êtes inséré dans la chaîne de facturation, vous êtes bien. Si vous insérez dans la chaîne de recouvrement suivant, vous êtes bien. Et vous évitez éventuellement demain à ce qu'une start-up du financement vienne un peu, je dirais, prendre votre place dans cette gestion de poste et que demain, cette start-up de financement, parce qu'elle a un accord avec un cabinet ou avec un autre acteur du monde du marché, elle vous sorte de cette démarche-là. C'est pour ça que la réflexion, elle est assez stratégique, en fait. Bon,
qu'on peut dire aussi sur la team, hein, l'équipe, bah, en gros, il faut des profils de collaborateurs qui soient ouverts à ces missions-là. Je veux dire, le monde aujourd'hui, c'est un monde où on force personne, hein. Donc, je veux dire, il ne faut pas forcer le client, il ne faut pas forcer les collaborateurs. Il faut tout simplement expliquer aux collaborateurs ce qui se passe, c'est-à-dire la transformation de nos tâches. Moi, je fais partie de ceux qui plaident que le métier n'est pas du tout en danger. Par contre, les tâches qui se transforment sont importantes. Et donc, les tâches se transforment. Et donc, dans cette réallocation des tâches, bah, il faut bien expliquer aux collaborateurs les transformations du métier et à partir de là, lui expliquer les nouveaux potentiels de métier. Et puis, évidemment, il faut les accompagner en formation, quoi. Alors, les accompagner en formation, c'est-à-dire que, là encore, hein, quand tu dis, bon, moi, je suis aussi animateur de groupement, dans le groupement que j'anime, on a créé des formations sur l'assistance au recouvrement, sur l'assistance à la mission de paiement, parce que c'est vrai que c'est pas des choses innées, il faut expliquer, il y a du comportemental, il y a de la gestion du stress, il y a la manière dont on perçoit aussi quand on parle à quelqu'un s'il est stressé ou pas, et puis il y a de la techno derrière. Donc c'est des choses qu'il faut structurer. Mais comme je vous disais, c'est pour ça que ça se fait, je dirais, progressivement, quoi. Ça se fait vraiment progressivement. Et vous avez vraiment aujourd'hui des offres de services de formation qui existent, hein, sur le marché, qui peuvent vous aider et qui peuvent là aussi vous accompagner dans la démarche au niveau de la SOREF et au niveau évidemment enfin, Sup Expertise, pardon, et au niveau de tous ceux qui sont du coup en lien avec ces sujets-là. Bon, Là-dessus, je prends juste 30 secondes, mais sur l'aspect compétence, c'est hyper important. On a toujours beaucoup de questions sur les aspects tarifaires ou outils, mais on peut fixer un prix et prendre le bon outil si au préalable on n'a pas préparé ses équipes, formé, et vu qui peut le faire, avec quelle posture, etc. Ça marchera pas de toute façon. Enfin, on peut le dire comme ça. il y a une phrase qui me sert souvent dans mes interventions, mais que j'aime beaucoup pour plein de raisons. C'est celle de Saint-Exupéry qui dit si tu veux des résultats durant ta vie, développe les hommes. On est à un moment donné, si vous voulez, où on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que le Voilà. résultat de votre cabinet de demain, malgré tout ce que vous pensez, c'est pas un problème de client, c'est pas un problème de techno, c'est un problème d'adéquation du Voilà. personnel. Et donc, 100% de raison. Ouais. développer les compétences de nos équipes, c'est vraiment hyper important en lien avec la stratégie du cabinet, quoi. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Bon, pour aller vers la fin, moi ce que je dis souvent, c'est que en fait, tout ça, bah, c'est du storytelling, hein. Alors, je veux dire, c'est un peu basique de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se dire que il faut dépasser la vision classique d'une créance. C'est-à-dire que il faut vraiment se dire, à un moment donné, il y a quelques mois sur un forum, je voyais quelqu'un qui disait, ouais, mais moi, le paiement fournisseur ou l'encaissement, je vois pas où est la valeur ajoutée d'appuyer sur un bouton, quoi. Bon, suite à un débat qui avait eu lieu sur ce thème-là. Et bon, je n'ai pas pris la parole, mais je me suis dit, OK, c'est une perception qui est naturelle dans le positionnement que peuvent avoir certains confrères et consoeurs, euh, mais c'est une perception erronée, en fait, parce que vous ne vendez pas l'appui sur un bouton, vous vendez un process de cheminement, vous vendez du storytelling. C'est-à-dire vous vendez, en fait, du fait que l'entreprise est rassurée dans son process de facturation sur la conformité, dans un cas, dans son efficacité, et puis en même temps, vous vendez le fait que bah, vous optimisez d'une certaine manière la trésorerie de l'entreprise en permettant à celle-ci d'être, je dirais, payée à jour, etc. Et donc, toute la vie d'une créance, ce n'est pas un papier qui permet d'être encaissé, c'est un acte, je dirais, économique. Et derrière cet acte économique, vous allez jouer un rôle de suivi et de gestion. Si on avait le temps, je vous dirais que dans les constructions qui se font de ce type de mission, on peut rajouter des briques. Il y a des briques, par exemple, qui sont chaque année de faire le point avec le client sur justement notre client, sur ses clients. C'est-à-dire, en gros, quelle est la santé financière de ses clients. Quand moi j'échange avec des spécialistes de ce domaine-là et qu'on travaille sur la conception de ces missions-là, souvent ils me disent bah, nous, ce qu'on propose comme de service, c'est par exemple une fois par an de faire un scoring de l'état de santé des clients avec les indicateurs qu'on peut avoir économiques sur le client, etc. Pourquoi? Parce que peut-être que demain, votre entreprise qui est votre client, elle ne va pas choisir de vendre à un autre parce que les indicateurs ne sont pas bons, etc. et qu'il y a des risques ou les conditions de vente vont changer. Donc, il y a vraiment un storytelling à mettre en place. Et j'allais dire, le truc, il est sans fin parce que en fait, quand vous ouvrez la boîte des créances, vous avez derrière aussi le sujet, par exemple, des conditions générales de vente, éminemment juridiques comme sujet. Et donc, si dans votre cabinet, vous avez quelqu'un qui sait faire un peu du juridique, bah, vous le mettez sur est-ce que les conditions générales de vente du client sont OK? Est-ce qu'on ne devrait pas les vérifier? Est-ce qu'elles sont bien accessibles sur le site web comme la loi l'oblige, etc., etc. Donc, on a vraiment des trucs à tiroir, quoi. Alors, ça boucle évidemment avec ce que disaient certains de nos participants. Évidemment, c'est une contrainte de temps et de mise en mouvement et de mise en action, quoi. Donc, mais là, j'ai pas de
je dirais, j'ai pas d'autre solution que de vous dire à un moment donné, il va falloir prioriser, quoi. Comme je vous le disais, les mois qui viennent sont des mois en fait où de toute manière on va être très occupé. Donc c'est une logique de priorité d'action. C'est une logique de quelles sont les briques que je veux mettre en avant et à partir de là, c'est quoi les choses sur lesquelles je dois me concentrer, quoi. Et je le redis, je crois que je l'avais dit, hein, Julien, dans le premier atelier, mais on voit dans les pays où la facture électronique est là que parfois les cabinets ont réduit la taille de leur portefeuille clients et ont plutôt choisi de développer des offres de services auprès de clients qui sont, je dirais, à valeur ajoutée pour eux, etc., et qui sont dans leur ligne directrice. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'interdire ça, hein. Aujourd'hui, quand on discute avec des cabinets, moi je dis franchement, si vous avez des clients, ce qu'on appelle nous dans notre langage des CNR, hein, donc des clients non rentables, bah, je veux dire, la question de continuer à garder ces clients-là et de faire qu'ils polluent votre activité alors que vous pourriez développer de nouvelles missions à plus forte valeur ajoutée, ça se pose quand même comme question. Je termine en disant, moi, sur ma partie, c'est vrai que le storytelling, il va aussi du coup derrière, sur une fois qu'on gère les créances, sur toute la problématique de financement de l'entreprise. C'est-à-dire que derrière, vous avez aussi tout le sujet, comment tu te finances, quels outils tu utilises pour te financer, etc. etc. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, je dirais, une pelote hein, qu'on peut dérouler au fur et à mesure du temps. Voilà un peu ce que moi, je voulais dire dans cette partie-là. Je ne sais pas si tu veux compléter par des questions, Julien. Non, non, mais là c'est parfait en termes de timing, c'est impeccable. Au niveau des questions, on les a prises au fur et à mesure, donc là il n'y en a pas de nouvelles en stock. On peut terminer là-dessus. Oui, simplement dire, si tu veux dire un mot là-dessus, peut-être effectivement, il y a Oui, alors des outils qui vont vous juste être mis pour à dire dispo. comme je vous l'ai dit, hein, pour nous, on est vraiment dans la conception de ces missions-là aujourd'hui et on pense que vraiment avec la facture électronique, l'opportunité est là et qu'il faut s'en saisir. Cela dit, ce n'est pas des missions qui débarquent du jour au lendemain, puisque comme je vous le disais, elles sont déjà travaillées dans le concept full service auprès de l'institution depuis plusieurs années, notamment dans le cadre donc d'un guide hein, qui a été écrit par le Conseil national de l'ordre sur la mission de mandat de paiement des dettes et la mission de mandat de recouvrement amiable en pratique, qui est donc disponible sur Bibliord. Hein, donc tous les confrères ont accès facilement à cela. Donc saisissez-vous de cet outil-là parce que c'est vrai que ça vous donne déjà aussi toutes les bonnes pratiques et toutes les règles. Il faut savoir aussi que du coup, bah, il y a donc des exemples de lettres de mission qu'on vous a proposées dans le cadre des ateliers qui sont à votre disposition, qu'elles sont toutes évidemment complètement perfectibles, modifiables. C'est juste pour vous donner une idée de la manière dont vous devez les structurer. Elles sont structurées en effet sur le recouvrement amiable, sur la relance des factures clients, sur la réalisation de factures. Et évidemment, c'est des choses qui vont exister au fur et à mesure du temps. Donc, il faut vraiment se saisir de tous ces outils-là parce que ces outils-là sont là. On pourrait rajouter en effet qu'il y a de la formation dans les offres de formation. Je vous rappelle qu'il y a aussi des clubs DAF externalisés et autres qui peuvent aussi vous aider à nourrir cette réflexion-là parce que très clairement, quand on touche le poste client et comme on le dit le 21 mars, jour du printemps, on vous invite à venir voir éclore la mission règlement des fournisseurs. Eh bien, quand vous touchez à ces deux missions-là, vous vous rapprochez quand même d'une mission globale qui est la mission en fait de ce qu'on appelle DAF externalisé TPE, quoi. C'est-à-dire déjà la gestion de mon BFR et l'optimisation de mon BFR, qui est quand même un vrai sujet pour la TPE. Donc n'hésitez pas. J'allais dire aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à dispo. Ce qu'il faut surtout, c'est du temps pour s'organiser. Et ça, hélas, on ne pourra pas vous en donner malgré tous les webinaires. Donc, c'est surtout à vous de le prendre et de se projeter dans cette transformation. Mais je crois que c'est le thème des ateliers et c'est le titre des ateliers. Donc, on espère qu'en 1h30, on vous aura fait gagner un petit peu de temps dans la réflexion par rapport à ça. Exactement. Non, effectivement, c'est ce que tu dis, mais c'était tout l'objectif des ateliers, de donner des réponses pratiques, mais ça montre aussi tout l'intérêt, à chaque atelier, on le répète à chaque épisode, d'avoir une réflexion sur l'offre, sur les compétences, sur ce qu'on veut proposer à ses clients et la façon de le faire. Et une des conditions de tout ça, c'est aussi d'automatiser, de numériser pour essayer de dégager du temps. C'est aussi ce qu'on répète à chaque épisode. Et c'est vrai Euh, qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il va y avoir une hybridation entre le monde de l'entreprise et le monde du cabinet. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je vous dis, les collaborateurs cabinet, ils vont avoir parfois envie d'aller en entreprise et les collaborateurs entreprise peut-être de venir en cabinet. C'est vrai que ce type de mission, c'est pour moi aussi ce que j'appelle des missions passerelles, quoi. Ça permet vraiment de rapprocher les deux mondes et c'est quand même hyper important là aussi de comprendre ça, quoi. On va être dans un écosystème où on aura de la facture électronique, des outils de paiement et des collaborateurs en lien avec ces missions-là. Bon, ça va se construire progressivement, mais c'est ce qu'il faut qu'on ait en tête, quoi. donc, juste un dernier mot pour effectivement rappeler cette date du 21 mars 2023, qui est la date du prochain atelier.
sur le même format. Enfin, on sera nous en présentiel, mais vous pourrez la suivre à distance, bien sûr. Donc, il y a la suite logique, la mission de règlement des fournisseurs. Donc, si cet atelier vous a plu, il n'y a aucune raison que le prochain ne vous plaise pas. N'hésitez pas à bloquer déjà sur votre agenda ce moment-là et à vous inscrire. Le replay, vous aurez tout ça par mail avec les éléments de mission. Et Merci beaucoup, peut-être Stéphane. Et Oui, peut-être pardon. juste sur la mission full service règlement fournisseur, Ouais. on creusera notamment aussi le rôle ce qu'on appelle nous les opérateurs d'instant payment, c'est-à-dire en gros les gens qui vont être aussi des solutions de financement pour payer les factures. Parce que c'est vrai que ça va être aussi une grosse transformation dans notre réflexion professionnelle. C'est-à-dire que là aussi, on ne sera pas que sur le règlement fournisseur au sens je fais un chèque, puisque Ouais. progressivement, je dirais l'évolution ira vers des paiements électroniques, mais justement le rôle de ces acteurs-là et comment on peut là aussi nous organiser le flux de circulation des fournisseurs avec ça. Merci à tous et merci Julien. Super teaser. Merci Stéphane. Merci Merci à à tous. tous et très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.